on continue notre cycle. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Garnier. Alors, cher Jean-Pierre, pour vous présenter, faut-il y aller longuement ou brièvement? On va essayer d'abréger, mais de toute façon, vous allez... Garder du temps pour le reste. Exactement. Vous avez les petits éléments qui sont sur le petit dépliant. Et vous êtes quand même diplômé en 1963 de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez déjà vos choix, ils étaient déjà affirmés à l'époque. Vous avez soutenu une thèse de doctorat en sociologie urbaine à l'université de Toulouse-Le Mirail. Entre les deux, j'ai quand même travaillé dans l'urbanisme et l'aménagement. Très bien. Et vous étiez chargé de recherche à l'Institut en région. Après, ensuite à Cuba, et puis vous avez un parcours universitaire, mais aussi de pratique d'urbanisme. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je vous interrogeais, vous me dites que vous êtes entre trois mondes, vous vivez entre trois mondes aujourd'hui. Vous avez un peu, même si malgré votre retraite professionnelle, mon grand âge, oui. Bon, voilà, malgré votre jeunesse, vous êtes retraité de l'université depuis quelques petites années. C'est-à-dire que s'il y a trois étapes, j'ai commencé comme dans la technocratie de l'aménagement et de l'urbanisme. Sur le schéma directeur de la région parisienne, c'était le premier à l'époque du général de Gaulle. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais dans un contexte complètement différent, au plan directeur de la Havane. C'était le début de la révolution cubaine. Oui, c'était la période tropicale, lyrique. Ça s'est un peu gâté par la suite. Ensuite, je me suis retrouvé à l'université où j'ai enseigné dans différentes facs. C'est là que j'ai passé une thèse, une première thèse. Après, j'en ai passé une autre. Et puis, oui, Sciences Po, c'était... Je dois dire que c'était pas une vocation d'être dans l'urbain, c'était par hasard. Je vais pas vous raconter ma vie, pourquoi je suis rentré dans l'urbanisme et l'aménagement, c'était vraiment un hasard. Mais après, une fois que je suis dedans, j'y suis resté, mais tour à tour, donc technocrate, ensuite enseignant et enfin chercheur au CNRS. C'est là que j'ai terminé ma carrière, entre guillemets. Et depuis, depuis, je continue par le biais d'articles ou de bouquins. Soit dans des revues dites scientifiques, universitaires, académiques, soit dans des revues et des journaux, on va dire, radicaux, hein, à gauche de la gauche. Enfin, ça va jusqu'au monde diplomatique quand même, hein, mais ça va du monde diplomatique et sur la gauche. Hein. Bon, voilà pour vous dire... Bon, parmi ces revues, on va les citer quand même, Le Monde Libertaire, pour ceux fini. qui le connaissent. Et la revue en ligne Divergence. Oui, il y a article 11. Exactement. C'est QFD, c'est Marseille. un journal mensuel, aussi un site très intéressant à visiter parce qu'il est très riche de contenu. Quand même, je vais un peu dire, nous vous avons invité parce que vous avez une bibliographie très passionnante qui est assez largement consacrée à l'urbanisme, mais pas que. Vous êtes un citoyen engagé, vous avez publié pas mal de livres qui ont beaucoup fait parler d'eux. Nous, on avait retenu à un moment votre livre « Des barbares dans la cité ». Et puis, vous avez votre dernier ouvrage, j'aimerais bien le citer de façon très concise, c'est « Un espace indéfendable, aménagement urbain à l'heure sécuritaire ». C'est pas le dernier. Et ça, c'est l'avant-dernier. Oui. Et votre dernier ouvrage qui vient de paraître? Oh, il est paru quand même déjà en 2010. Hein. En 2010. Oui, c'est bon. Alors, il a un titre. Lui, il est pas bref. Hein. C'est justement, on va en parler aujourd'hui, une violence éminemment contemporaine. Je vais m'expliquer là-dessus, puisque c'est le thème. Le sous-titre, si on peut dire, c'est « Essai au pluriel sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires ». Voilà. Et en fait, cet ouvrage, c'est une accumulation, mis à part la préface qui a été faite récemment, une longue préface, enfin une longue introduction, c'est en fait une accumulation, un choix d'articles qui s'étage entre 1978-79 jusqu'à 2008. Vous voyez, c'est 30 ou 40 ans de recherche et on a choisi en fonction des thématiques pour que ce soit assez complet. Voilà. Très bien. De toute façon, notre intérêt pour votre travail est exactement quelque part à cet endroit. Nous nous sommes posé la question de justement l'espace urbain contemporain comme producteur de violence, mais aussi l'autre revers de la question, c'est justement comment la question urbaine est posée politiquement dans le dessein justement de contenir une supposée violence des populations contemporaines.
Juste une question pratique avant de vous céder la parole, parce que vous avez apparemment, et j'en suis certain, beaucoup de choses à nous dire à ce chapitre. Oui, que j'ai Juste, une heure. Hein, la question pratique, c'est que la librairie générale, qui est censée être là parce qu'ils ont commandé pas mal de livres de Jean-Pierre Garnier, la gérante la libraire, en tout cas pour Une heureuse maternité, ne pourra pas être là, mais pour les ouvrages de Jean-Pierre Garnier, vous pouvez les retrouver, la librairie est ouverte, et vous pouvez vous les procurer, voilà, et de faire votre choix parmi les ouvrages qui vous intéressent. Et à vous la parole, cher Jean-Pierre. Bon, justement, je vais commencer par ce à quoi je viens de faire allusion, les rapports entre urbanisme et violence urbaine. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quel rapport il peut y avoir entre les deux. Parce que, normalement, quand on parle d'urbanisme ou d'aménagement urbain, voire d'architecture, a priori, il n'est pas question de violence. Alors, que vient faire la violence urbaine? Alors, qu'est-ce que j'entends? Parce que ça ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que nous sommes un certain nombre à entendre par violence urbaine? En fait, c'est la dimension urbaine de la violence sociale qui est inhérente au système capitaliste. Et elle se manifeste de trois manières, sur trois plans. Le premier, c'est à travers, justement, l'urbanisme et l'aménagement. Si je résume, je reprendrai une formulation d'un auteur que je vous conseille. Il a été traduit en français, il commence à être traduit, à être connu. Il est connu dans le monde entier, mais en France, on est toujours en retard de ce côté-là. Il y a un certain provincialisme. C'est un géographe anglais qui vit aux États-Unis, qui s'appelle David Harvey. Et au moins 6 ou 7 de ses bouquins ont été traduits au cours des 7 ou 8 dernières années. Et lui, ce qu'il appelle la violence urbaine, c'est en fait, par le biais de l'urbanisme, la dépossession des classes populaires du droit à la ville, du droit à la centralité urbaine, par des opérations diverses, sur lesquelles je reviendrai, que l'on connaît sous le nom de réhabilitation urbaine, requalification urbaine, restructuration, redynamisation. Vous savez, quand vous entendez ce mot « re », il faut toujours se méfier. Du temps de Jospin, ils ont inventé un nouveau concept, entre guillemets pour concept, le renouvellement urbain. Il faut traduire. À chaque fois que vous voyez « re » dans ces opérations, ça veut dire qu'on renouvelle la population. On vire les pauvres et on y met à la place, non pas des riches, des très riches, des bourgeois, on y met cette petite bourgeoisie intellectuelle que je définirai un peu plus loin. Je vous signale tout de suite que j'en fais partie, donc je ne suis pas en position de surplomb, mais on n'est pas forcément solidaire de sa classe. Alors, cette première violence consiste en fait, c'est une violence qui est fondée, moi je dis fiction, on peut dire expulsion, déracinement, privation des aménités et des plaisirs de vivre dans ce qu'il y a de plus intéressant dans l'espace urbain, évidemment à des fins à la fois économiques, principalement économique, de spéculation immobilière, de spéculation foncière, mais aussi parce que, aujourd'hui, comme hier, mais aujourd'hui encore plus qu'hier, je vais y revenir, le système capitaliste, c'est-à-dire la classe dirigeante, les classes dirigeantes, ont besoin de l'espace urbain central, pas seulement le centre des villes, du moins des villes principales, mais les villes elles-mêmes, qui sont au centre des agglomérations, voire même de certaines banlieues proches, ont besoin de cet espace-là pour implanter leurs quartiers généraux, leurs services, leurs états-majors, les états-majors des firmes, tous les services qui sont afférents, la publicité, le conseil juridique, j'en passe et des meilleurs, et bien entendu tous les équipements de loisirs et de divertissement qui sont liés au plaisir de ces classes supérieures, et donc, ça veut dire du logement de standing aussi, et que tout cela a pour conséquence de repousser au large du centre-ville. Alors maintenant, c'est un exil qui va de plus en plus loin. Par exemple, on a calculé, pour ce qui est de Paris, actuellement, avant c'était les gens qui étaient délogés du centre, je dirais à l'époque du général de Gaulle, les années 60. C'est là qu'ont commencé les grandes opérations de rénovation urbaine. Alors je vous dis tout de suite, vous devez le savoir, il y a une différence entre réhabilitation et rénovation. Rénovation, c'est on détruit tout au bulldozer et on fait du neuf à la place. La réhabilitation, on prend de l'ancien, on le retape, on le restaure, l'améliore. Et ça a été un passage.
La rénovation bulldozer sauvage, c'était l'époque de la technocratie aménageuse des années 70, des années 60, pardon. Et avec l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir, ils ont un peu changé, la mode a changé. Et ce qu'on cherchait plutôt, c'est réhabilitation. Mais je vais pas rentrer longuement là-dessus. Mais là, ce qui se solde dans ces processus, c'est un phénomène archi connu qui a toujours existé dans les sociétés de classe. Simplement, il prend de nouvelles formes, parce que le capitalisme, même dans du temps où il n'y avait pas le capitalisme, et tenons-nous-en au capitalisme, ça s'appelle la ségrégation. Ségrégation à la fois sociale et en même temps spatiale. La séparation entre les classes sociales. Ce qu'il y a de nouveau, parce que le capitalisme a changé. On n'est plus au 19e siècle, il y avait déjà de la ségrégation. Vous savez comme moi que du temps de Napoléon III, on a commencé non seulement à réprimer les mouvements prolétariens, 1830, surtout 1848, ne parlons pas de la Commune, mais on a aussi, pas seulement réprimé, on a aussi commencé à chasser les ouvriers du centre de Paris pour les expulser vers les quartiers nord et nord-est. Et puis vers la banlieue qu'on appellera banlieue rouge quand le Parti communiste va pénétrer dans ces banlieues. Mais aujourd'hui, c'est une autre échelle. L'échelle, c'est celle de la métropole. Je ne vais pas parler longuement de la métropole, je le fais ailleurs parce que ça m'écarterait, mais c'est fondamental. La métropole, c'est quoi? C'est la polarisation de ces activités de commandement auxquelles je faisais allusion. Les activités décisionnelles, les activités directionnelles au centre des villes, les sièges sociaux, tout ce qu'il y a, les équipements haut de gamme, la polarisation au centre des villes, mais maintenant, je le répète, au centre des agglomérations, avec expulsion au large de l'agglomération, voire même dans des zones semi-rurales. Avant, les ouvriers, on les chassait à 2-3 kilomètres du centre, 4 kilomètres, dans Paris encore, dans l'approche banlieue. Aujourd'hui, les ouvriers et les employés, quand je parle des prolétaires, c'est les ouvriers et les employés, c'est pas seulement ceux qui sont dans les usines. Ils sont virés en moyenne à 12, 15, 30 kilomètres de Notre-Dame, pour donner un point fixe, du centre de Paris. Et c'est une violence. Violence de déracinement, d'expulsion, de privation physique, matérielle et symbolique. Ces gens-là se sentent... Alors, il y a un mot qui a été utilisé, aujourd'hui il ne faut pas l'utiliser, mais on l'utilisait à l'époque, on appelait ça la déportation des classes populaires. Mais il ne faut pas banaliser le terme, donc on dit maintenant expulsion, ou éviction. Plus politiquement correct. Mais à l'époque, on disait « abat la rénovation déportation ». C'était du temps du général de Gaulle. Alors ça, c'est la première violence, donc. Le deuxième type de violence, c'est une violence symbolique. C'est celle qui consiste à parler des phénomènes urbains de manière positive, de parler des processus urbains de manière positive, en gommant tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que non seulement les architectes et les urbanistes et les paysagistes aussi, mais aussi les chercheurs en sciences sociales, qu'ils soient géographes urbains, qu'ils soient politologues urbains, qu'ils soient sociologues urbains, qu'ils soient anthropologues urbains, en général sont formés, pour ne pas dire formatés, pour aider les décideurs, comme on dit. Vous savez, le rapport entre chercheurs et décideurs, c'est-à-dire ceux qui ont du pouvoir au niveau national et de plus en plus maintenant au niveau local et surtout municipal, à prendre des décisions, mais qui vont dans le sens du processus général de restructuration de l'espace urbain au service des classes dominantes. Et au service aussi, secondairement, j'y viendrai, de la petite bourgeoisie intellectuelle qui joue le rôle tampon entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Alors, pourquoi y a-t-il violence? Parce qu'on désarme symboliquement les gens pour les empêcher de comprendre quelles sont les forces sociales, quels sont les mécanismes, quelles sont les logiques de classe, quels sont les intérêts qui sont derrière les politiques urbaines. Et je disais tout à l'heure que le capitalisme a changé, mais on est toujours, ce n'est pas un scoop, dans une société capitaliste avec ce que ça implique. L'urbanisme et l'aménagement sont au service des classes dirigeantes. Alors, effectivement, le capitalisme d'aujourd'hui, il a changé. Avant, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je résume en 4. Premièrement, il s'est mondialisé ou transnationalisé. Il n'est plus national. Il s'est autonomisé, y compris par rapport aux États, très largement. Deuxièmement, il s'est technologisé.
Il s'est également flexibilisé, c'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup plus mouvant, il n'y a plus de garantie d'emploi pour personne, les produits qu'on fabrique c'est des séries courtes, ça fonctionne, le renouvellement de la consommation avec la durabilité réduite des produits, etc. Et il y a différentes formes, comment dirais-je, nouvelles du capitalisme qui se sont introduites et qui se traduisent par de nouvelles inscriptions spatiales. La manière dont la ségrégation existe aujourd'hui n'est pas la même du tout. Enfin, pas la même du tout. Si elle a un point commun, c'est qu'il y a une séparation de classes, je l'ai dit. Mais et c'est justement cet aspect-là qu'il faut envisager, à savoir qu'aujourd'hui, c'est seule une minorité de chercheurs font des analyses de classe de ce qu'est le processus d'urbanisation. Par exemple, le phénomène de métropolisation. La métropolisation, c'est une politique, c'est aussi un processus, je l'ai dit, de polarisation des activités directionnelles, mais il y a d'autres gens qui vont vous présenter ça comme un progrès. On utilise beaucoup le mot, chez nous, mutation, une mutation urbaine. Le concept de mutation est emprunté à la biologie. La biologie, c'est une science dure, comme on dit, sérieuse. C'est pas une science molle, entre guillemets, comme les sciences sociales. Mais c'est bien, ça donne un côté naturel, irréversible, normal, qu'on ne peut pas arrêter à un processus. Alors c'est pour ça qu'on aime beaucoup le mot mutation. C'est pas une mutation, c'est une transformation qui est induite par les caractéristiques nouvelles du capitalisme aujourd'hui, qui pour faire du profit. Alors je vous signale une chose aussi, mais je vais pas revenir là-dessus, c'est que actuellement une des causes de la crise du capitalisme, on en parle très peu, c'est qu'il y a trop de capitaux et ils ne savent pas où les investir. Ils investissent peu dans la production. Alors évidemment, ils investissent dans la production délocalisée, où on peut exploiter plus facilement les travailleurs dans des pays dits émergents, où ils sont payés 4, 5 fois, 10 fois moins qu'en chez nous. C'est investi dans les nouvelles technologies, etc. Mais il y a ce qu'on appelle une suraccumulation du capital actuellement. Or, la production d'espace urbain est un des secteurs les plus rentables en termes de retour sur investissement. Retour sur investissement à 25% par rapport au capital investi. Produire des autoroutes, produire des immeubles de bureaux, produire des équipements de standing, produire des opéras, des théâtres, etc., ça rapporte un fric fou, principalement, d'une part, aux entreprises du BTP. Vous savez qu'en France, il y en a 3 qui dominent le marché, non seulement français, mais qui sont à l'échelle internationale. C'est Vinci, c'est Bouygues et c'est Eiffage. Et derrière tout ça, il y a les banques. Bien entendu. Or, la production d'espace urbain est un des secteurs les plus rentables actuellement du capitalisme. Donc c'est un enjeu fondamental. Il est bien évident qu'il est plus rentable de produire des logements de standing et des tours de 150 mètres de haut là qu'on va faire sur Paris, de produire un nouvel, un nouvel auditorium pour un orchestre philharmonique que du logement social. Là, il y a du fric, il y a du fric de l'État. Parce que là, je n'insiste pas là-dessus, les villes sont mises en concurrence. Ça, c'est un autre aspect. Vous avez entendu parler de la concurrence libre et non faussée, qui devait être le principe cardinal de la Constitution européenne, qui a été refusée par 54% des gens qui ont voté. Néanmoins, c'est le principe qui s'applique partout. Concurrence entre les individus, concurrence entre les firmes, concurrence entre les groupes, mais aussi concurrence entre les villes. Chaque ville se met en concurrence avec d'autres à travers une politique de métropolisation destinée à attirer quoi? Alors dans le jargon officiel, journalistique, capitaliste, ou des sociologues alignés, ou des sociologues aux ordres, sans qu'il soit besoin de leur en donner d'ailleurs, ils sont payés pour ça, c'est pour attirer ce qu'ils appellent les investisseurs, nous on dirait les capitalistes, et la matière grise. La matière grise, c'est ingénieurs, cadres, techniciens, enseignants, chercheurs, etc., créateurs, créatifs en tout genre, à savoir la petite bourgeoisie intellectuelle. Et c'est pour eux qu'on fait la ville aujourd'hui. Bon. Alors ça, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire que on désarme intellectuellement les classes populaires pour comprendre ce qui leur arrive. Ce qui fait que les classes populaires subissent, mais en voyant ça comme une espèce de fatalité. Il y a très peu de luttes urbaines en France, par exemple. Il y en a eu dans les années 70, contre un processus, je n'ai pas encore prononcé le mot, vous avez dû en entendre parler, qui s'appelle la gentrification. La gentrification, c'est la colonisation des quartiers populaires par la petite bourgeoisie intellectuelle. Des quartiers qui ont l'avantage, d'abord, d'avoir un tissu urbain traditionnel. Ils sont très friands de ce... Vous savez, les jeunes cadres aiment beaucoup le cadre de vie
Ça plaît beaucoup. Les bars et les tours, ça leur plaît pas. Ils aiment bien les petites rues, les petites maisons qu'on peut retaper, des quartiers qui ont du charme, pittoresques, etc. La gentrification ça a commencé dans les années 60 en Angleterre, aux États-Unis, dans les années 70 en France, et c'est un phénomène généralisé. Alors je vous conseille, pour ceux qui s'intéressent à ce processus, un excellent ouvrage qui est sorti maintenant il y a un peu plus de 2 mois, dont le titre résume un peu la problématique, fait par une jeune géographe qui s'appelle Anne-Claire Val, c'est sorti à la Découverte, ça s'appelle « Paris sans le peuple ». Paris sans le peuple. Et c'est tiré d'une thèse, mais elle a désunivertarisé pour que son langage soit accessible. Elle a même radicalisé le ton de sa thèse, donc ça ressemble à un bouquin qui est extrêmement bien documenté, et qui explique comment le peuple est chassé de Paris, et continue à l'être, et va l'être encore davantage dans ce qui reste de quartier populaire dans les 10 années ou 20 années qui viennent. Voilà. Alors ça, c'est un... Mais bien entendu, pour un bouquin comme ça, vous en avez, je ne sais pas combien, plus tous les discours qui se tiennent pour expliquer que c'est formidable, nous allons vers une cité fondée sur la mobilité, l'innovation. Vous allez avoir ici un intervenant qui va dire exactement le contraire de ce que je dis, qui est un des idéologues les plus influents pour le discours officiel sur l'urbanisation. C'est pas de lui qu'il faut attendre des critiques anticapitalistes. Je donne pas son nom, il va venir. Bon. Il ne faut pas le dénoncer. Non, il ne faut pas le dénoncer, voilà. Bon, mais tout ça pour vous dire qu'il va vous parler de la métropolisation comme si c'était le pays de cocagne. Vous allez voir, c'est pas pour tout le monde. Alors, le troisième aspect de la violence. Le troisième aspect de la violence, c'est, vous voyez que je n'ai pas utilisé jusqu'à présent le concept de violence urbaine comme l'utilisent les journalistes, les policiers, les élus locaux et les chercheurs qui les secondent et qui les conseillent. Mais il faut bien en parler. C'est la violence des classes sociales et surtout de la progéniture des classes sociales qui sont condamnées non seulement à l'exil ou à être parquées dans des zones, ce qu'on appelle, officiellement ça s'appelle des zones urbaines sensibles, ça c'est le jargon de la technocratie. Nous, on appelle ça des zones de relégation, où les prolétaires sont parqués, et que leur progéniture, non seulement elle n'est pas contente d'être parquée, comme ils disent, dans des immeubles de merde, mais surtout dans des cités de merde, pour utiliser le langage vernaculaire, mais surtout, ils sont, dans les circonstances actuelles, majoritairement condamnés au chômage ou à accepter des petits boulots temporaires, des petits boulots de merde, comme ils disent aussi, comme on dit dans les cités. Alors ces jeunes-là, ils ne sont pas résignés, ils ne sont pas non plus politisés, bien que les raisons soient politiques, on peut dire, mais eux ce qu'ils voient, c'est que... puis je ne vais pas entrer sur des analyses que j'ai fait dans d'autres bouquins, mais le problème, c'est qu'ils créent ce qu'on appelle la violence urbaine au sens journalistique et policier du terme. Sous forme, vous les connaissez comme moi, d'agression, de vol, de casse à la voiture bélier, de trafic, etc., de tout genre, etc. Bon. Alors ça, c'est la violence urbaine. En fait, j'y reviendrai tout à l'heure à la fin. C'est une violence réactive face à une société que ces nouvelles générations considèrent comme non seulement injuste, mais ça, c'est pas nouveau. Dans toute l'histoire, il y a des gens qui ont été victimes de sociétés injustes. Mais il y avait des mouvements sociaux, justement, de la part des victimes pour essayer de transformer la société, soit de manière réformiste, soit de manière révolutionnaire. C'est pas nouveau. Mais il la considère aussi, non seulement comme injuste, mais comme, et ça c'est beaucoup plus grave, irréformable. Il pense que cette société ne peut pas être réformée. Que toutes les réformes, c'est des réformes bidons, puis maintenant le mot réforme, vous le savez comme moi, depuis Sarko surtout, mais ça continue aujourd'hui avec Hollande, c'est à chaque fois des réformes qui vont dans le sens du démantèlement de ce qu'on appelle à tort les acquis sociaux, et ce qui sont en fait des conquêtes sociales. Eux savent ça, ils sont pas fous, on a beau les traiter de crétins, d'analphabètes et d'illettrés, ils savent très bien, ils sentent très bien l'injustice, et ils considèrent qu'il n'y a rien à faire, et que le résultat, c'est que leur réaction, elle n'est pas une réaction d'auto-organisation politique, etc. Parce que, et c'est le troisième point, non seulement ils considèrent que c'est une société injuste, mais aussi une société, je viens de dire, irréformable, mais surtout une société indestructible. Indestructible. Ils pensent que jamais cette société ne pourrait être détruite. Et il faut bien dire que, là je ne veux pas rentrer dans le détail, je vous conseillerais un autre bouquin, effectivement,
quand on compare les révolutions passées, remontons pas à Spartacus du temps des Romains, mais je vais remonter à la révolution de 89, l'écart entre les possibilités de révolte dure, armée disons, entre les révoltés potentiels et ceux qui vont les réprimer n'a fait que s'accroître. Je veux dire que la prise de la Bastille, quand on la regarde de près, pour ceux qui ont étudié de près les événements, c'était très facile sur le plan militaire. Ça a eu une force symbolique, mais c'était très facile sur le plan militaire. L'écart entre les forces répressives, ce qu'on appelle les forces de l'ordre officiellement, les forces de l'ordre capitaliste, et les gens qui se révoltent n'a fait que s'accroître. En 1830 déjà, l'armement des forces répressives était très supérieur à celui des gens qui protégeaient la royauté et l'aristocratie. La Commune de Paris, n'en parlons pas, c'est pour ça que ça a été un massacre, 25 000 morts. Et au fur et à mesure que les années et les décennies ont passé, et aujourd'hui il est bien évident que les classes dirigeantes sont super armées pour écraser n'importe quelle insurrection. Et là, je ne veux pas rentrer là parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je vous conseille entre autres, il y a beaucoup de bouquins là-dessus, un certain nombre, mais je vous conseillerais celui qui a été traduit en français, de Stephen Graham, qui s'appelle Ville sous contrôle, et c'est quelles sont actuellement les nouvelles armes qui sont fabriquées, testées, préparées, entreposées, avec en même temps les troupes de choc aptes à les utiliser en cas d'insurrection dans les métropoles du XXIe siècle. Alors, je ne veux pas vous parler de ça aujourd'hui, alors ça vous démoraliserait, vous verriez ce qu'on a. Il y a des camps d'entraînement spéciaux en France, il y en a 2. Il y en a notamment un dans l'Aisne qui est gigantesque. C'est tous les corps répressifs européens sont entraînés pour écraser les éventuelles insurrections futures, pas en Centrafrique ou pas au Rwanda ou je ne sais trop où, mais en Europe. Et je peux vous dire, alors si vous lisez ce bouquin, Ville sous contrôle, c'est un anglais, géographe anglais, radical comme on dit. Alors je vous dis tout de suite, radical aux États-Unis, en Angleterre, ça veut dire en fait marxiste, entre nous soit dit. C'est pas radical socialiste comme chez nous. Aux États-Unis, libéral veut dire de gauche, radical veut dire marxiste, anticapitaliste. Bon, eh bien ce géographe passe en revue comment, par exemple, les nouvelles armes qui sont testées, les drones, les armes incapacitantes, les armes non létales qui rendent infirme à vie mais qui, on ne meurt pas, mais on peut être rendu aveugle, sourd à vie, etc. Les troupes de choc, les hommes grenouilles dans les égouts, les parachutistes qui sautent sur les toits, les chasseurs alpins qui montent sur les façades. Comment c'est entraîné? Il y a un grand camp, bon, je termine là-dessus, qui se trouve dans l'Aisne, dans une commune qui s'appelle Joffrecourt. En fait, le camp s'appelle Sissol, le camp, et c'est un camp, toutes les armées européennes, enfin les troupes spécialisées dans la répression des émeutes, on appelle ça contrôle des foules. J'ai toujours des euphémismes. On ne peut pas dire qu'en démocratie, on est en train de préparer l'anéantissement physique de gens révoltés. Mais c'est ce qui se passe. Bon, je ferme la parenthèse. Alors ça, c'est la version, effectivement, là, c'est la violence urbaine, c'est la violence de la répression face, effectivement, à l'autre type de violence qui est celui des révoltés. Alors moi, je dis toujours qu'il y a là, c'est un problème dont on peut débattre. Ce que vous disiez ne sont pas très politisés, ceux qui se révoltent, je parle dans les cités, etc. Mais le problème est le suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années où les partis de gauche étaient vraiment de gauche et incitaient les gens à se mobiliser avec leurs leaders, avec leurs programmes, leurs idéaux, etc., pour changer la société. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes et, résultat, ils rejettent une société qui les rejette, mais pas du tout sur le mode comment dirais-je, se projeter dans un monde alternatif. C'est-à-dire qu'avant, on avait, si je voulais faire un historique de la violence, avant, ce qu'on avait, c'est pour ça que j'explique pourquoi contemporaine. J'ai dit éminemment contemporaine. En quoi c'est éminemment contemporain? C'est que jusque dans les années 70, avec des écarts selon les pays, je parle des pays dits développés, on avait ce qu'on appelait la violence historique. Alors pourquoi historique? C'est pas parce qu'elle était seulement ancienne, c'est tout au long de l'histoire, c'était simple si on peut dire. Il y avait d'un côté des dominants, de l'autre côté des dominés, des exploiteurs, des exploités, des possédants, je ne veux pas dire des possédés, mais enfin bon. Et somme toute, c'était très clair. C'est-à-dire, chacun de son côté, les bourgeois comme les prolétaires, avaient des idéaux, avaient des leaders, avaient des théories, avaient des organisations, avaient des stratégies, etc.
Et c'était donc une violence qui avait un sens. Le père Marx appelait ça, et Engels aussi, le sens de l'histoire, hein, quand il disait, première ligne du manifeste, hein, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la lutte des classes, c'est ça que ça voulait dire. C'est une violence qui avait un sens, c'est-à-dire à la fois une direction, la direction c'était l'horizon, c'était l'émancipation collective, et elle avait en même temps un sens dans le sens de signification, hein, c'est-à-dire que c'était pas insensé. Aujourd'hui, c'est fini pour l'instant. Aujourd'hui, l'effondrement des idéaux d'émancipation, j'insiste pas sur les raisons, font que on a une violence que certains appellent, de la part des victimes, notamment des jeunes, une violence qu'on appelle réactive. Les journalistes disent une violence gratuite, ou une violence insensée, ou une violence absurde. C'est une violence qui est... Alors, les sociologues disent il y a deux types de violence, parmi les jeunes des cités en particulier, puisqu'on parle de pays comme Europe développée. Il y en a qui disent il y a deux types de violence. La violence dite de prédation, c'est la violence de ceux qui se révoltent pour prendre quelque chose. Piquer un autoradio, piquer du fric, trafic de drogue. C'est-à-dire c'est le modèle capitaliste. Simplement, c'est une vision artisanale. Quand on va dans les quartiers de Marseille, par exemple, moi je vais dans les quartiers nord très souvent, non pas pour accompagner les flics, bien entendu, ni les élus locaux, mais avec les gens qui luttent pour éviter d'être virés dans le cadre de la métropolisation de Marseille, parce qu'on est en train d'essayer de virer une partie des gens des quartiers nord, parce que quand même, la proximité entre les quartiers nord, c'est vraiment... officiellement, les quartiers nord, c'est la zone, personne ne veut y aller. Mais il y a Euroméditerranée, qui est une des plus grosses opérations européennes, pour attirer justement les matières grises et les investisseurs, là où il y avait les quais de la Joliette. Alors on veut maintenant commencer à nettoyer, il y a du nettoyage socio-ethnique des quartiers nord, enfin des parties des quartiers nord qui sont proches d'Euroméditerranée. Et j'y vais, moi, pour lutter avec les associations qui luttent contre cela. Ils veulent rester sur place, eux. Ils disent, bon, très bien, on vit dans la merde. De toute façon, il y a des politiques systématiques qui consistent à laisser à l'abandon les immeubles, pas les entretenir. Les ascenseurs se bloquent, l'électricité n'est pas réparée. Ça incite les gens à partir. Enfin, c'est connu, c'est utilisé depuis longtemps. Et alors maintenant, ils veulent envoyer les PS qui vont prendre le pouvoir à Marseille, à la place de Gaudin. Les élus PS veulent envoyer les drones au-dessus, les drones. Alors des drones pour surveiller, pister, etc. Mais ils peuvent être armés, ces drones, comme on fait en Israël dans des territoires occupés, pour pouvoir tuer les gens ou les blesser, puisqu'on ne tuera personne. Nous sommes en démocratie. Maintenant, on va envoyer des drones. Il y en a déjà, je vous signale, c'est des drones d'observation, il y en a 3. Bon, alors ces gens-là, en quoi cette violence ? La violence de prédation, effectivement, la plupart des règlements de compte, parce que c'est comme dans le capitalisme. C'est la concurrence libre et non faussée. Alors évidemment, entre les firmes, ils se bouffent entre eux, mais avec des moyens, on pourrait dire civils, même si très souvent, c'est des moyens qui sont absolument illégaux, le blanchiment, les paradis fiscaux, etc. Mais en général, à part dans le cas des guerres de spoliation, les capitalistes, pour régler leurs comptes entre eux, entre concurrents, n'utilisent pas des armes. Hein. Bon, là, au niveau artisanal et local, effectivement, le deal... D'ailleurs, il faut savoir une chose, les deux mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des jeunes, il y en a deux. C'est le business et le deal. Or, c'est les mots qu'on retrouve le plus souvent dans les revues d'économie et qu'on entend le plus souvent dans les salles de marché et dans les banques. Deal et business. C'est la version artisanale, je dirais grossière, de ce qu'est la logique capitaliste. Alors, la violence en question, c'est une violence de prédation, c'est-à-dire, ils prennent pour modèle, enfin, si on peut dire, le fric, l'argent et la consommation. Et puis il y a une autre violence, là qui est considérée comme beaucoup plus dangereuse, parce que somme toute les capitalistes, ils s'y retrouvent là, ils voient très bien ce qu'il faut faire, pourquoi les jeunes se battent, etc. C'est la violence dite d'expression. La violence d'expression, c'est une violence du désespoir, où, sentant le présent sans avenir, ou du moins l'avenir bouché, il y a des jeunes qui s'expriment par la destruction uniquement pour se défouler en quelque sorte. C'est le résultat du sentiment d'impuissance, mêlé à de la résignation et à de la colère. Alors celle-là, elle est beaucoup plus difficile à contrôler. Alors, évidemment, c'est une violence qui est très différente de la violence, ce que j'appelle historique. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, c'est une violence contemporaine. C'est une violence qui n'est plus orientée. Si vous voulez, si je voulais résumer, avant, on avait la violence orientée, pour les raisons que je vous ai dit, de la lutte des classes. Et aujourd'hui, on a la violence erratique. Hein, je ne sais pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils... C'est-à-dire, il n'y a pas de but.
la violence erratique des déclassés. Ils appartiennent, si vous voulez, à ce que Marx appelait un lumpenprolétariat, hein, qui, dans le meilleur des cas, entre guillemets, sauf pour une minorité qui s'en sort, mais qui sort des cités en même temps, d'ailleurs, ils s'en sortent au plan professionnel et ils sortent aussi physiquement des cités, la plupart sont condamnés donc à des emplois, comment dirais-je, flexibles, la précarité. En gros, ce qui les guette, c'est ce que leurs parents subissent, hein, c'est précarisation, paupérisation et marginalisation sociale et spatiale. Et donc, il y a une révolte contre cela. Alors, j'en arrive au deuxième point, c'est, face à cela, c'est pas seulement la répression, c'est pas seulement des armes, c'est pas seulement des tribunaux, c'est pas seulement des policiers. La répression, enfin, elle peut prendre aussi une voie architecturale et urbanistique. C'est-à-dire, ce qu'on appelle aux États-Unis le defensible space, l'espace défensif, consiste à aménager les lieux ou à les reconfigurer pour ce qu'ils appellent prévenir le crime. C'est-à-dire qu'on réorganise l'espace urbain pour à la fois dissuader les fauteurs de troubles de passer à l'acte, je vais vous expliquer de quelle manière, et s'ils passent à l'acte, que cet espace urbain soit également conçu pour faciliter l'intervention des forces de l'ordre. En France, on est très fort. Bon, tout ce qu'on fait en France en matière d'espace défensif est en général, ce sont des modèles qui sont importés, qui ont été testés, qu'on met en œuvre, en général avant la France, qui est toujours un peu en retard, en Angleterre et aux États-Unis, voire au Canada. En France, c'est un joli nom. Ça ne s'appelle pas espace défensif. On a utilisé, on est très fort en France pour inventer des néologismes, les Italiens aussi. Ça s'appelle l'architecture de prévention situationnelle. C'est pas moi qui dis ça, c'est eux. Hein. Architecture de prévention situationnelle. C'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance des situations pour pouvoir les maîtriser. Des situations, bien entendu, de conflits réels ou de conflits potentiels, virtuels. Puisque c'est prévention, c'est-à-dire qu'il faut prévoir. Alors, je ne vais pas vous faire un historique du defensible space. Hein, j'ai écrit un bouquin là-dessus, là, qui s'appelle Le Nouvel Ordre Local. Je ne sais pas s'il est en vente. C'est entièrement consacré à cela. Mais il y a l'ordre aussi moral là-dedans. Il y a tout. Hein, il n'y a pas seulement l'ordre urbanistique, architectural. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, en France, on va dire, les années 90, maintenant, tous les projets d'architecture et d'urbanisme de plus de 500 logements, tous les projets d'équipement collectif, privé ou public, un supermarché ou un théâtre, un musée, tous les espaces publics, tous ces projets-là doivent avoir le sceau de la police, d'un représentant de la police spécialisé, pour voir si ces projets-là intègrent la dimension sécuritaire. Je fais exprès de prononcer ce terme-là, parce qu'il ne faut plus le prononcer aujourd'hui. On a inventé un autre mot, je vais y arriver. Il faut intégrer la dimension sécuritaire dans les projets d'urbanisme et d'aménagement. Savoir si ces projets prévoient des éléments, des formes d'espace ou du mobilier urbain ou un type d'éclairage qui soit dissuasif vis-à-vis des racailleux, entre guillemets, et qui soit répressif si les digues racailleux, je l'ai dit tout à l'heure, passent à l'acte. Alors, ça s'est développé notamment à l'époque de Charles Pasqua, avec une loi d'orientation de 1995, mais ça n'a fait que continuer depuis. C'est-à-dire que vous avez des colloques, vous avez des colloques, vous avez des bouquins, vous avez des cours, vous avez des cours de formation des architectes, des urbanistes, pour leur apprendre à intégrer dans leur projet, donc, tout ce qui concerne la sécurité. Mais, étant donné que le sécuritaire a mauvaise presse, parce que sécuritaire, ça renvoie à la répression,
Puis quand la droite était au pouvoir, la gauche tapait sur le sécuritaire. Ça a commencé, je vous le signale tout de suite, quand on a commencé à changer un peu les logements, par exemple, et les cités, et les espaces, et les équipements. Mais c'était dans une visée déjà sécuritaire. Ça a commencé à la fin des années 70 sous Giscard d'Estaing. C'était des opérations on appelait ça de réhabilitation urbaine, des grands ensembles, et ça portait le joli mot, le joli terme de habitat et vie sociale. Si on change l'habitat, on va améliorer la vie sociale. Si la vie sociale se dégrade dans les cités, c'est parce que l'habitat se dégrade et qu'il est dégradant. Donc, si on améliore les choses, le cadre de vie, ça va. Si le cadre de vie des classes populaires est plus avenant, les jeunes seront plus accueillants. Ça s'est pas du tout passé. Les rodéos se sont multipliés, ce qu'on appelait les rodéos de bagnole. Hein. Les casses à la voiture bélier se sont multipliées, ça n'était pas la bonne solution. Mais ça a commencé à cette époque-là. Mais officiellement, on ne parlait pas encore, on disait il faut améliorer. On disait vraiment, il faut améliorer l'habitat des classes populaires dans les cités HLM, logement social. Et l'idée, c'était que l'habitat, il y avait un terme qui avait beaucoup de succès, qui s'est repris par Michel Rocard plus tard. Si on disait l'habitat est criminogène. Et dans cette époque-là, un habitat criminogène, c'est un habitat qui était pousse au crime, parce qu'il était tellement effectivement dégradant et dégradé. Les bars, les tours, la monotonie, le côté sinistre, les cloisons, on entendait les voisins, enfin je fais toute la liste, ça a été fait, la critique des HLM, etc. Alors, on disait l'urbanisme est criminogène dans la mesure où c'est justement cet urbanisme-là était fautif. C'est-à-dire on excusait presque les jeunes qui commençaient à foutre leur merde dans les cités. Je répète, c'est 1976-17, j'ai participé à une opération à Rouen, à côté de Rouen, dans une cité qui s'appelait la Grand-Mare, hein, qui n'a rien résolu du tout, je vous signale, mais enfin bon. À l'époque, j'avais ma casquette aménageuse, mais je voulais voir ce que c'était. En plus, j'étais pour ça, fallait bien... avant que je dégage pour faire autre chose. Bon, toujours est-il que... Mais très rapidement, ça s'est gâté. C'est-à-dire que la gauche arrive au pouvoir... ils ont commencé à parler de ce qu'on appelait le développement social des quartiers. Et il faut dire que, bon, il faut lui reconnaître, cette gauche, jusqu'en 1982-83, à l'époque où le PC était encore au gouvernement, elle a essayé d'améliorer la situation sociale et économique des classes populaires. Et puis il y a eu ce que vous appelez, je ne vais pas faire l'historique, le tournant de la soi-disant rigueur, piloté par Fabius et Delors. Et là, la situation dans les cités, comme par hasard, s'est dégradée. Hein, de plus en plus de chômage, de plus en plus de pauvreté, etc. Donc de plus en plus de violence urbaine au sens commun, journalistique et policier du terme. Et alors là, on a commencé carrément, là, ça a été le tournant sécuritaire. On a commencé à sortir des lois sécuritaires. Vous savez qu'aujourd'hui, on en est à la 18e loi sécuritaire en France. On bat tous les records. Et tout ça, ça s'empile et c'est de pire en pire. Hein. Interdit de se regrouper dans les cages d'immeubles. Vous avez entendu parler des incivilités. Hein, vous faites un bras d'honneur, j'ai pas dit une quenelle, j'ai dit un bras d'honneur, c'est pénalisé. Vous faites un doigt aux flics, c'est pénalisé. Hein, injure à personne détentrice de je ne sais trop quoi de l'autorité publique, hein, tout ça. C'est-à-dire que c'est de plus en plus répressif. Et sur le plan urbanistique, c'est là, urbanistique architectural, on va voir ce qui se passe aux États-Unis. Alors donc, je ne vais pas vous donner les noms des gens qui ont lancé ça aux États-Unis, sous quelle forme ça se traduit. Simplement, en France, ils ont importé ça à partir des années 90. Et alors, avant de vous passer en vue les différents dispositifs physiques d'organisation de l'espace, rapidement, on va procéder, au plan du langage, à quelque chose qui va permettre de masquer la visée sécuritaire et répressive. En 1997... Jospin, la gauche, entre guillemets, arrive au pouvoir. La deuxième droite, je l'appelle dans un bouquin là, qui est ressorti. Le PS arrive au pouvoir, revient avec Jospin et décide à la rentrée d'inaugurer son nouveau mandat en organisant un colloque à grand spectacle à Villepinte. Alors, ministre de l'Intérieur à l'époque, Jean-Pierre Chevènement, titre du colloque, des villes sûres pour des citoyens libres. C'est beau ça. Et alors, le mot qui va remplacer sécurité, c'est le mot sûreté. Aujourd'hui, il ne faut pas dire sécurité. Parce que ça renvoie à sûreté, c'est formidable. Alors, je ne veux pas vous donner la définition de la sûreté, hein, mais ça me fait rigoler parce que, faut le savoir, Chevènement, vous le savez, est toujours républicain, se réclame toujours des grands ancêtres. Il a dit,
La gauche renoue avec l'idéal républicain. Sûreté, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est un des droits fondamentaux de l'homme, c'est vrai. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté. Le deuxième, c'est une constitution bourgeoise, vous vous étonnerez pas, c'est la propriété. Le troisième, c'est la sûreté, effectivement. Mais la sûreté, lorsque les révolutionnaires de 89 ont mis ça en exergue, au plan constitutionnel, c'était quoi? C'était la sûreté du citoyen par rapport aux empiètements ou au pouvoir arbitraire de l'État. C'est-à-dire qu'ils en avaient soupé, le pouvoir royal, l'aristocratie, le bon plaisir. La sûreté, c'était que le citoyen soit garanti contre les empiètements de l'État, du pouvoir central, contre lui. Bien entendu, ce principe a été foulé aux pieds presque immédiatement. Robespierre a commencé à envoyer des charrettes, etc. Et la sûreté est devenue après, en France en plus, par exemple, la police politique en France, qui a été créée sous Napoléon III, il y en a eu une avant, du temps de Napoléon, premier, avec Fouché. Mais la police politique s'appelait la sûreté. Ça a été supprimé en 1934. Le mot sûreté, le mot sûreté qui était exhumé par Chevènement ou ses conseillers, donc en 1997, aujourd'hui, on parle des mesures de sûreté, intégrer la sûreté. Dans tous les textes que vous pouvez voir, les projets, je sais pas, moi récemment j'ai fait un article sur Seine-Rive Gauche, le projet de Seine-Rive Gauche. Alors on dit comment on va combiner, non c'est pas ça, rendre complémentaire la beauté, la qualité et la sûreté, sous-entendu la sécurité. C'est-à-dire que les dispositifs sécuritaires sont là. Seine-Rive Gauche est vraiment fait pour protéger les gens qui vont vivre là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des HLM à côté. Mais on appelle ça sûreté. Alors justement, ça me fait une transition. Pratiquement et concrètement, quels sont les aménagements physiques, les aménagements spatiaux qui correspondent à l'intégration de la sûreté ou de la sécurité dans l'élaboration des projets d'urbanisme et d'aménagement? Alors je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, on va supprimer, le plus spectaculaire d'ailleurs, c'est supprimer les toits terrasses dans les cités, dans les nouveaux logements sociaux. Pourquoi, vous le devinez? Les toits terrasses, c'est des toits sur lesquels les racailleux peuvent entreposer des marchandises volées, faire leur trafic, poster des guetteurs pour voir s'il n'y a pas des flics, mettre des frigidaires et des caddies pour les balancer sur les 10 flics quand ils viennent. Moi, j'ai assisté à des batailles à Toulouse, par exemple, au Mirail. Donc, le toit, c'est pas bon. Donc, on va revenir au toit pentu. Alors, il y a des SS qui disent « Ah, c'est formidable, les HLM, maintenant, c'est plus ces toits plats, c'est des toits pentus, qui renouent avec l'architecture. » Ouais, il y a un critère esthétique, mais je vous le dis tout de suite, qu'en ce qui concerne les cités, je dis bien là où habitent les prolos, c'est uniquement et surtout principalement pour éviter que ces toits servent, justement c'est en ça que c'est dissuasif, servent de refuge. Alors il y a eu, je ne sais pas si certains ont vu il y a quelques années un film, c'est très marrant d'ailleurs ce film, il s'appelle La haine, vous l'avez peut-être vu, Kassovitz, Mathieu Kassovitz, le film La haine, où on voit justement, c'est un film qui a été tourné du point de vue des racailleux, le résultat c'est qu'au Festival de Cannes, il a eu le prix de la mise en scène, et les flics qui sont tout le long les marches, la montée des marches, en signe de protestation contre ce film, qui évidemment était tourné du point de vue des trublions, les flics ont tourné le dos pour montrer qu'ils méprisaient et qu'ils condamnaient ce genre de film. Mais le plus rigolo, ça a été tourné dans la cité de la Noé, dans l'ouest, là, je ne sais plus comment s'appelle cette commune, là, cité de la Noé dans l'ouest, je ne me rappelle plus le nom de la commune. Toujours est-il, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce film a été passé dans toutes les écoles de police, parce que c'est un très bon documentaire pour montrer comment les jeunes troublions peuvent faire face à la police. Parce que là, le film a été fait donc sur la base de ce qu'eux font quoi. Bon, c'est un exemple. Je vous prends un deuxième exemple. Architecture de prévention situationnelle. Loge de concierge. Ah, vous savez que les concierges, les gardiens, on n'appelle plus ça des concierges d'ailleurs, ni des gardiens, c'est un autre nom. Je sais plus, on a toujours des noms nouveaux. Agence de je ne sais pas quoi, pas de médiation, un autre nom. Toujours est-il que les gardiens, le problème, c'est que, finalement, le rôle, c'est quand même de surveiller un peu ce que font les lascars qui tiennent les murs et d'être un peu délateurs sur les bords et de renseigner à la police. Donc, il y a quelquefois des expéditions punitives contre les gardiens qui parlent trop. Et comment protéger les gardiens ou les concierges? Alors, on a décidé de mettre l'horloge de concierge au premier étage, d'abord,
donc qui sont protégés, et deuxièmement en bow window. Vous savez ce que c'est les bow windows? C'est des fenêtres qui sont bombées et qui font saillie sur les façades et qui permettent, quand on est assis devant ces fenêtres, de voir ce qui se passe dehors, en bas. Alors donc on met des bow windows où, si vous voulez, pour que les gardiens, c'est dit, je ne vais pas vous citer les textes, les gardiens doivent être des vigies qui préservent. Alors aujourd'hui on ne dit plus maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, ça fait quand même un peu répressif. Hein. On dit aujourd'hui préservation de la tranquillité publique, hein, ou préservation de la paix civile. Tous les mots qui évoquent la répression disparaissent. Plus la répression augmente, et plus on utilise des euphémismes pour masquer la répression. Ça, c'est la novlangue, comme aurait dit George Orwell en 1984, qui cherche à masquer la réalité à travers le langage. Alors, autre exemple. Bon, alors on va supprimer, bien entendu, toutes les impasses, tous les recoins, tous les tunnels. On va supprimer les plates-bandes et les escaliers qui empêchent, et les parkings au pied des immeubles, qui empêchent les policiers en moto et surtout en voiture ou en blindé d'arriver directement au pied des immeubles. Les escaliers, c'est quand même difficile, etc. Donc on supprime tout ça. Il faut faciliter les opérations de maintien de l'ordre utilisant des véhicules. Donc tout ce qui fait obstacle aux véhicules, doit disparaître. On appelle ça, alors, réaménagement, requalification de l'espace public. Alors, l'une des autres opérations, par exemple, il y a des immeubles, vous savez, où il y a des halls traversants. Vous savez ce que c'est qu'un hall traversant? Non. Un hall traversant, c'est un hall d'immeuble. Il y a deux. Hein, il y a l'entrée qui donne sur la rue, puis il y a l'entrée qui donne de l'autre côté, ça donne sur un espace extérieur, etc. C'est-à-dire que il y a deux entrées, deux grandes entrées, deux porches, quoi, si vous préférez. Suppression des halls traversants. Pourquoi? Parce que quand les policiers viennent, les jeunes qui voient les policiers arriver, ils se barrent par le hall traversant et ça commence à faire des courses-poursuites. Il faut que, quand les policiers arrivent, les jeunes n'aient pas d'issue. Hein, s'ils bloquent devant une porte, il ne faut pas qu'ils sortent par l'autre porte. On va supprimer pour cette même raison les coursives. Pourquoi les coursives? Parce qu'on a les courses-poursuites. Les jeunes des cités connaissent très bien leur milieu. Justement, dans la littérature officielle, on considère ça comme des espaces hostiles. Des espaces hostiles, c'est des espaces qui sont hostiles à l'intervention des forces de l'ordre. Parce que quand vous avez des Robocop armés de pied en cap, qui font des poursuites dans une cité, ils touchent pas une bille, là. Hein. Les gars, ils cavalent. Ils connaissent le terrain. Les seuls qui peuvent le faire, c'est les voyous en uniforme, sans uniforme, qu'on appelle la BAC, les brigades anti-criminalité, qui sont des voyous, en fait, au service de l'État. Ceux-là, où ils sont entraînés pour ça, ils appellent ça les opérations saute-dessus, hein, vous voyez. Eux, ils peuvent courir, ils peuvent se battre, etc. Ça, c'est un autre exemple. Bon, les haies végétales. Hauteur maximum, maintenant, 75 cm. Parce qu'on peut se cacher derrière une haie pour agresser quelqu'un, pour violer une femme, etc. L'éclairage maximal. Pourquoi? Parce qu'il paraît... Alors, il y a des psychologues qui sont dans le coup. Hein. Il n'y a pas que des sociologues. Il y a des psychologues qui aident les architectes. Un éclairage maximal est dissuasif. Parce que le jeune troublion qui se trouve dans un espace qui est hyper éclairé, il pense qu'il est vu. Qu'il est comme sur une scène où il peut être vu. Parce que tout le monde peut le voir. Il ne lui voit pas ceux qui le voient. Depuis les fenêtres, etc. Donc, éclairage maximal. Alors, en plus, il faut éclairage maximal parce que prolifération, évidemment, je ne l'ai pas cité, ça va de soi, prolifération des caméras de vidéosurveillance. Si c'est trop sombre, les caméras filtrent mal. Donc, il faut qu'elles captent mal. Il faut un éclairage maximal pour qu'on voit la binette des troublions. Alors, vous savez comme moi qu'on a changé le bris hortefeux, hein, qui était pas mis en examen à cette époque, il était ministre de l'Intérieur. Chez nous, c'est bien, on a des mecs, ils sont des agents de l'ordre, et après on les retrouve avec des casseroles au cul qui n'en finissent plus de teinter. Et alors, pour en venir, pourquoi je voulais en venir? Ah oui, alors, l'éclairage maxi, la vidéo, vous savez comme moi que la vidéosurveillance n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle vidéoprotection. Ça, c'est une innovation de l'époque de Sarko à l'Élysée, Hortefeux, place Beauvau. Parce que vidéosurveillance, de fins psychologues ont dit, et des sociologues, attention, la population va croire qu'elle est surveillée. Pas seulement les racailleux, mais tout le monde. Donc, après, maintenant, on peut dire, le gouvernement, les élus locaux peuvent dire, non, aux citoyens lambda sages,
vous n'êtes pas surveillé, vous êtes protégé. Pas la même chose. Donc, vidéoprotection. Changement de langage. Il y aurait tout un... Je l'ai fait, hein. Il y a un dictionnaire, un lexique à faire sur les changements de vocabulaire destiné à masquer la réalité des processus. Hein. Alors ça, c'est une innovation qui date donc d'Hortefeux à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que je pouvais encore vous dire? Moi, je vais vous donner des exemples. Même à Montpellier, je vais vous faire un exemple. À Montpellier, il y a quelques années, c'était à la fin au début des années 2000, 2001, 2002. J'habitais là-bas à l'époque. Bon, on a tourné un film, pas moi, mais un metteur en scène, avec plusieurs spécialistes, dont j'étais, sur les mesures justement de l'architecture de prévention situationnelle. Alors il y avait un truc étonnant, je vais en citer deux, parce que je suis interminable là-dessus, hein, et on pourra arrêter après. Hein. Des minutes, ça vous suffira. Oui, ça va suffire. Alors, le premier, c'était... il y avait une fontaine avec une margelle autour. Et 2 fontaines avec des margelles autour. Et les punks à chiens, la zone, avaient l'habitude de s'installer sur la margelle, quoi. Mais les fontaines, ça a été dans des endroits quand même, pour l'image de carte postale de Montpellier, ça la foutait mal d'avoir des punks à chiens. En plus, des fois, ils se lavaient dans la fontaine, leurs chiens se lavaient dans la fontaine, ça la fout mal, ils buvaient des bières. Alors, on a utilisé 2 moyens. Le premier, c'était le réglage de la fontaine de telle manière que l'eau du bassin puisse recouvrir un tout petit peu la margelle. Donc les autres ne voulaient pas se foutre le cul dans la flotte, hein, vous comprenez. Bon, ils ont changé, parce que je suis revenu à Montpellier il y a quelques années, là, et j'ai vu qu'il n'y a plus de fontaine, maintenant c'est de la terre, et la margelle, il y a un cercle de fer, on ne peut pas s'asseoir, qui est un cercle de fer qui est sur la margelle. Et alors, sur la place principale, place de la Comédie, là c'était aussi un autre modèle, punk à chien et compagnie, il y avait une fontaine aussi, avec une margelle, etc. Alors ce qu'ils ont fait, là, ils ont supprimé la margelle, supprimé le bassin, ils ont transformé la fontaine, il y avait 3 statues, on appelle ça les 3 grâces, là-bas, ils ont transformé la fontaine il y a les 3 statues toujours, mais avec un éboulis de rochers pointu sur lequel coule de l'eau en permanence. Pas moyen de s'asseoir là-dessus. Bon, les gars, je peux vous dire, et les nanas, là, les nanas punk et compagnie, ils se sont déplacés d'à peu près 30 mètres, ils se sont installés sur le parvis de l'Opéra. Alors là, il a fallu les dégager. Alors, à l'époque, c'était Frêche, Georges Frêche, place de la Comédie, oui. Alors là, ils ont transformé le parvis en café, avec des buissons autour, pour pas que les autres viennent. Alors, mais ils venaient d'inaugurer le tramway. Et le tramway, place de la Comédie, il y a un grand auvent. Un grand auvent, et puis pour monter dans le tramway, il y a un trottoir très haut, c'est pour les handicapés, pour qu'il n'y ait pas de différence de niveau, etc. Donc les punks se sont installés sous l'auvent du tramway. Ils se déplacent quand le tramway vient, mais sinon ils sont assis là. Et d'ailleurs, j'ai interviewé les gars, hein, et les filles. Ils nous disent, c'est bien. Ils disent, l'hiver, quand il pleut, on est abrité. L'été, on est à l'ombre. Ils continuent ces innovations. Bon, je ne sais pas où c'en est maintenant. Hein. Voilà, c'est pour vous donner. Dernier exemple, parce que celui-là me vient à l'esprit à propos de haies. Alors, on met aussi autour des bâtiments qu'il faut protéger, des haies avec à l'intérieur dissimulés des barbelés. Si les gens montent sur la haie, les jeunes, ils se retrouvent avec ou des plantes piquantes. Et le mieux du mieux, et ça c'est dans les manuels, parce que moi je lis des manuels à destination des architectes, vous savez, pour savoir ce qu'il doit faire, il doit savoir ce qu'il doit faire. Le plus beau, c'est autour d'immeubles de bureaux. C'était, je ne sais plus dans quelle commune, je crois que c'était pas Génévilliers, merde. Oh, je me rappelle du nom, c'était Bonne Maison qui était le maire jadis, peu importe, c'est au nord-ouest. Dans cette commune, autour de bureaux privés, ils ont mis des haies avec des épines, mais vénéneuses. Vénéneuses. Alors, on n'empoisonne pas les gens, ils ne meurent pas. Mais il paraît que ça fout des démangeaisons épouvantables et que ça met une semaine à disparaître, il faut des médicaments, des pommades. Vous voyez, ça s'appelle de l'architecture de prévention situationnelle. Je pourrais continuer, mais là, je crois que... Bon. Alors, la question, vous allez me dire, ouais, oui, mais on va où avec tout ça? Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans le cadre de la prévention. Alors vous savez que jadis, il y avait la prévention sociale, qui existe toujours, mais elle a fait la preuve de son inefficacité très largement. Même si on continue, il faut limiter les dégâts, puisque les causes profondes, j'ai parlé des troublions, on parle des fauteurs de troubles, mais bien entendu, on ne parle pas des facteurs de troubles. Les facteurs de troubles, c'est que peu à peu, je l'ai dit tout à l'heure,
on voue une partie croissante de la population, je le répète, hein, à la précarisation, à la paupérisation et à la marginalisation. Le résultat, c'est qu'on ne peut pas prévenir ça. On ne s'attache pas aux causes. On n'attaque pas la dynamique du capitalisme, même dans une perspective réformiste. Pour l'instant, pas du tout. On ne fait qu'accroître le démantèlement, je l'ai dit, les conquêtes sociales, etc. La retraite, tout le bordel, vous connaissez comme moi, le blocage des salaires. Bon. Alors, vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Eh bien là, je dirais que la politique que l'on mène, en termes de, comment dirais-je, de préservation de la sécurité, enfin de la sûreté, de la paix civile, on dit la paix civile aussi, on ne dit pas la paix sociale, ça renvoie au syndicat, c'est pas bon. Paix civile, très bien, tous citoyens. Bon, Bernard Arnault est citoyen, la caissière du supermarché aussi, il n'y a plus de classe sociale. Maintenant, je crois que la devise implicite, par rapport au proverbe « mieux vaut prévenir que guérir », avec la prévention situationnelle, hein, prévention sécuritaire, je dirais, c'est prévenir par ces biais-là, à défaut de guérir. Prévenir à défaut de guérir, c'est-à-dire on ne s'attaque pas aux origines du mal, hein, on ne va pas aux racines du mal, ce n'est pas un terme moral quand je dis du mal, hein, on ne remet pas en cause les fondements de la société qui reste capitaliste jusqu'à plus j'en peux informer, mais faute de résoudre un problème, ce que l'on fait, c'est gérer, comme il dit si bien, sa non-solution. Déplacer le problème, gérer la non-solution. C'est-à-dire on déplace le problème, on le déplace physiquement ou d'autres. Hein. C'est exactement, je vous donne un dernier exemple, il y a une opération, un grand spectacle à laquelle j'avais assisté à Paris, à la Rotonde de la Villette, qui était un haut lieu du deal à Paris, hein, dans les années 80. Un haut lieu du deal pour se ravitailler, c'était... Mais il y avait tout le monde qui se ravitaillait, je vous signale, hein, il n'y avait pas que des... Il y avait même des gens très bien, hein, qui arrivaient en bagnole, ravitaillés pour avoir du shit et du reste. Alors, il y a eu des opérations de police, ça s'appelait coup de pied dans la termitière ou coup de pied dans la fourmilière. C'était les termes qu'on utilisait. Alors, tout de suite, 300 flics, déploiement. Et une semaine après, bon, sur le coup, c'était nettoyé, mais 300 mètres plus loin, le long du canal, pour ceux qui connaissent, du bassin de la Villette, vous aviez les dealers qui continuaient leur marché. Moi, j'ai parlé avec les flics qui rigolaient, d'ailleurs. Mais pour nous, c'était des opérations. Pasqua avait inventé un néologisme dont je ne me souviens plus. Alors, eux, les flics appelaient ça « opération plumeau ». C'est pourquoi? Parce que les plumeaux, ils déplacent la poussière. Mais pour supprimer la poussière, il faut un aspirateur, pas un plumeau. Ben là, c'est pareil. On déplace la... Et moi, alors, pour en revenir à la fin provisoire, moi, il n'y a pas que moi. Les mêmes causes demeurant, on peut jouer un peu avec les effets, mais on va avoir un mélange d'insécurité croissante dans les villes et de flicage croissant des populations. Notamment maintenant, surtout, avec tous les aimants électroniques. Il faut savoir que le pass Navigo à Paris a été introduit. Enfin bon, les études ont été faites là-dessus, hein, puis je connais certains de mes collègues que j'appelle les flicologues. Les flicologues, ce pas des gens qui étudient la police, ce sont des chercheurs qui ont fait les finalités policières de leur profession. Hein. Et alors j'en ai un, je ne vais pas citer son nom, il a commencé en écrivant les discours de Georges Marchais, il a continué terminé comme président de la fondation de la ville en mouvement. Devinez, c'est Peugeot, évidemment, ils vendent des bagnoles, ville en mouvement, c'est formidable, la mobilité. Mais ce gars-là était un des conseillers, je ne donne pas son nom, pour mettre en place le pass Navigo, et le pass Navigo permet en n'importe qui de retracer, si je peux dire, de retracer son trajet quotidien. Le pass Navigo est un outil de flicage. Et maintenant, il y a les outils de flicage. Hein, quand on commence à hurler parce que les Américains, ceci, cela, on fait exactement le géostationnaire, maintenant c'est les drones, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir une ville de plus en plus aseptisée, fliquée. On va avoir envoyé en périphérie, de plus en plus éloignées, les classes, alors on appelle ça les indésirables. Ironiquement, les indésirables, c'est les populations non solvables, hein, vous avez compris. Il y a un film qui s'appelle comme ça sur Marseille, Les Indésirables, justement. Vous savez comment ils appellent dans le langage policier et de sociologue, je les appelle flicologues ou socioflics, ça revient au même, ils appellent ça les malfaisants. C'est bien, ils ont trouvé ce terme-là, les malfaisants. Eh bien, on aura une ville où il y aura en fait de plus en plus de malfaisants,
et où il y aura de plus en plus de flicage en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'idéologie du vivre ensemble dans la cité, le retour de l'urbanité, si, ce qu'il y aura, effectivement, avec la ségrégation, vous aurez d'un côté, je termine là, parce qu'à chaque fois que je dis je termine, je continue, vous aurez d'un côté des enclaves huppées pour les classes dirigeantes et leurs alliés néo-petits bourgeois, qui seront super protégés par de l'architecture de prévention citationnelle, mais aussi avec les résidences dites sécurisées, avec des vigiles, des gardiens, etc. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous aurez des zones de relégation hyper surveillées, hyper quadrillées, celles où sont parqués le prolétariat de la métropole. D'un côté, si je voulais faire un jeu de mots, Big Brother veille sur les uns, et de l'autre côté, Big Brother surveille les autres. Voilà, je termine là, parce que j'étais assez long, je crois. Hein. Bon. Et alors, maintenant, j'attends pas seulement des questions, j'attends des objections et des critiques. Hein. Je suis pas là pour... j'ai des positions extrêmement marquées, vous avez dû le remarquer. Donc, oui, c'était pas très perceptible. Qui ne font pas l'unanimité, et surtout dans les milieux universitaires et académiques. Bon. Mais nous ne sommes pas dans une dictature. À dose homéopathique, un esprit critique anticapitaliste est toléré, mais pas partout. Avec ce qui reste d'esprit libre. Oui. Bon, on vous remercie. On va essayer par le temps qui nous reste, on a encore quand même un peu de temps devant nous, de faire circuler la parole et que ça fuse. On espère avoir aussi des répondants dans la salle, des personnes qui peuvent un peu vous... C'est pas seulement une explication qui doit être précisée, ou très bien. Ajouter, ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi des critiques. Il y a des gens qui... Moi, je vais... Tout dépend des auditoires. Hein. Dans une fac, je peux vous dire, tous ceux qui ont été formés, pour dire formatés pour la voix de son maître, ils sont pas contents. Hein. Et comme je suis en position de médiateur, de pouvoir même, de truc, j'utilise mon micro pour vous poser la première question, mais peut-être une interrogation partagée. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments qui étaient évoqués par vous sur différents aspects qui sont liés à cette, justement, ce qu'on appelle violence urbaine. Et j'ai l'impression un peu dans la tonalité générale, se dégager qu'un peu il y a une sorte de violence un peu pyramidale qui vient de haut en bas et qui se déploie et qui fragilise les gens qui sont en bas de la pyramide. Et qu'une sorte de schéma comme ça, et du coup qui permet, bon, c'est toutes les théories de violence légitime, de violence d'État ou de pouvoir qui se déploient et qui est subi, qui va toujours dans le même sens un peu de la violence capitaliste, de la violence de pouvoir et aussi la violence qu'on n'a pas beaucoup abordée, la violence symbolique. Voilà, absolument. Et est-ce que après... Dans l'évolution, la ville avance avec l'évolution des sociétés parce qu'il doit y avoir une multitude de phénomènes un peu exogènes et endogènes à la société qui peuvent un peu déterminer les mouvements de la société et comment se les saisir. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous remettez totalement en question est-ce que vous regardez forcément une violence d'État qui est une violence légitime, une violence d'État qui est forcément une violence illégitime, ou bien il y a un autre sens qui devrait dire. Moi, c'est le premier aspect de ma question. Et le deuxième aspect, est-ce que de toutes les expériences auxquelles vous étiez confrontés, ou dans vos travaux de recherche et dans les expériences aussi professionnelles que vous avez eues, est-ce que vous avez déjà croisé quelque chose comme ça qui peut s'apparenter à des expériences justement qui sont totalement à contre-courant du tableau dominant que vous décriviez? C'est quand même, il s'agit d'un tableau dominant qui est applicable aux grands exemples qu'on retrouve dans les grandes villes comme Paris, Londres, New York, Berlin, qui peuvent être un peu des parangons, ou même des villes qui peuvent être un peu plus provinciales. Est-ce que vous avez déjà croisé des prototypes, des exemples ou des ébauches d'expériences qui, justement, qui prennent de revers ces questions de contre-courant, quoi. Voilà, de la protection, la protection des individus. J'espère qu'on est d'accord que c'est une nécessité dans tout groupement humain. Est-ce que vous avez croisé un peu des expériences qui prennent de revers ça et qui proposent des modèles comme ça qui peuvent... Les expériences, d'abord,
c'est une minorité d'expérience d'abord, et tout dépend des conjonctures politiques. Pour maintenir la France, les expériences auxquelles je songe, c'est deux types d'expériences. Il y a celles qui sont menées par des élus locaux, dans une certaine conjoncture politique, je vais y revenir, qui, sans remettre en cause le système capitaliste, ont adopté ce qu'on appelle une politique municipale, urbaine en l'occurrence, qu'on pouvait qualifier jadis, sinon de réformiste, mais au moins de réformatrice. Alors, tout de suite, je précise. Les vieux doivent savoir ce que je veux dire par là, mais les plus jeunes peut-être pas. Réformiste, ça s'opposait à révolution. Mais dans les deux cas, le réformisme, c'était la voie pacifique, démocratique et progressive pour passer au socialisme. Aujourd'hui, c'est terminé, hein, et même avant. C'était, je dirais, réformatrice, dans la mesure où on voulait réformer le capitalisme pour que le capitalisme ait un visage plus humain. J'avais fait une thèse là-dessus qui s'appelait « Le capitalisme, un visage urbain », c'est un jeu de mots. Hein, bon. Et c'était les années 70, mais elles étaient très différentes. Parce que j'y ai fait simplement allusion de la petite bourgeoisie intellectuelle. Dans les années 70, il y avait eu tout de même l'alerte de mai 68. Pas seulement le mai 68 des étudiants, mais rappelez-vous toutes les grèves qui ont eu lieu dans la foulée de 68, LIP et compagnie, les grèves dites sauvages qui échappaient au contrôle des syndicats, etc. La bourgeoisie avait un peu la trouille et savait qu'il fallait faire des réformes au sens, j'allais dire, progressiste du terme, des réformes qui améliorent la situation des classes dominées. Et dans ce cadre-là, il y a eu des municipalités, à l'époque, la petite bourgeoisie intellectuelle, dont je parle, hein, les enseignants, chercheurs, cadres, techniciens, tout ce qu'on voudra, elle était opposée, ils avaient fait 68 et tout, ils étaient même officiellement anticapitalistes. Il y a les maoïstes, les trotskistes, je ne veux pas faire la liste, etc. Mais même après, quand ils ont mis de l'eau dans leur vin rouge, il est devenu rose. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas au pouvoir, c'était toujours Giscard d'Estaing et les partis de droite. Quand ils avaient conquis des municipalités, peut-être que certains d'entre vous, pour les plus anciens, je ne dis pas les plus vieux, il ne faut pas utiliser le verbe, mais bon, je classe, hein, ont connu la vague rose de 1977, où il y a eu beaucoup de grandes villes françaises qui ont été conquises par des coalitions de gauche. Et alors, il y a eu pas toutes, hein, mais un certain nombre de municipalités de gauche qui, sans remettre en cause les fondements du capitalisme, ont essayé de faire des politiques urbaines réformatrices ou, par exemple, avec priorité aux équipements collectifs, priorité à des espaces publics facilitant le rassemblement des gens, politique de déségrégation, plus tard on dira mixité sociale, mais c'est un leurre aujourd'hui, mais à l'époque, alors il y avait la Mecque, et effectivement, il se trouvait que, alors c'était la fin des 30 Glorieuses quand même, il faut bien le dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les problèmes des cités, etc., on était encore, les 30 Glorieuses entre guillemets, hein, c'était pas glorieux pour tout le monde, mais bon, c'était l'époque où le niveau de vie augmentait pour tout le monde, les inégalités décroissaient un peu, mais il faut voir ça de plus près, mais en fait c'est vrai. Mais justement, il se trouvait qu'il n'y avait pas les phénomènes massifs de délinquance qui vont se développer avec l'arrivée de la soi-disant crise, hein, qui était en fait la restructuration du capitalisme, le changement du modèle d'accumulation. C'était donc la dernière étape, 75-76. Et il y a la Mecque, il y a un gars qui était arrivé, si je peux dire, un élu, en 1967, qui s'appelait Hubert Dubedou, qui était le maire de Grenoble, PSU, Parti Socialiste Unifié. Et lui a essayé d'appliquer dans sa ville, dans la gestion de sa ville, alors participation, démocratie locale, priorité aux intégration des équipements et de l'habitat, par exemple les équipements scolaires qui étaient intégrés avec les équipements culturels, etc. Participation des parents au système éducatif, parce qu'il y a aussi des réformes sur le fonctionnement, pas seulement sur les aspects. Il a créé la ville neuve de Grenoble, qui aujourd'hui est présentée comme un ghetto dangereux, etc. Mais à l'époque, c'était une utopie. Dans cette ville neuve, les bourgeois n'y étaient pas, mais il y avait quand même ça allait du cadre supérieur au prolo. Hein, tout le monde vivait ensemble, etc. Il y avait, par exemple, une maison de jeunes intégrée dans la ville neuve, etc. On l'a remplacée après, quand ça s'est gâté, par un commissariat. Parce que les bourgeois ont foutu le camp dans les pavillons, etc. Et peu à peu, c'est devenu une cité des potoirs comme les autres. Mais enfin, bon, au départ, avec une architecture complètement innovante. Et là, on peut dire que c'était, si vous voulez, ce qu'on appelait à l'époque une politique social-démocrate, au bon sens, pas social libéral, hein, social-démocrate au bon sens du terme, comme celle que l'on pratiquait dans les pays nordiques, scandinaves, hein, en Hollande, en Suède, en Norvège, etc. Bon. Et là, je peux dire, là, il n'y avait pas, l'insécurité n'était pas
n'étaient même pas classés en 3e position, 4e position. Ça n'existait pas comme problème. Il y avait une délinquance normale. Il y avait par exemple ce qu'on appelait les blousons noirs. Vous avez entendu parler de ça? Hein, les blousons noirs, c'était des jeunes fils d'ouvriers qui, avant de rentrer à l'usine comme leur père, jetaient leur gourme avec des motocyclettes, des blousons, des bananes, et foutaient un peu la merde pendant 2-3 ans dans leur quartier, puis après ça se calmait. Ils devenaient pères de famille, ouvriers disciplinés, pas forcément, ils faisaient grève, etc. Mais bon, mais c'était marginal, les blousons noirs. Bon, c'est pas un phénomène de masse. Alors ça, je vous donne cet exemple-là, c'est-à-dire, je pourrais en citer d'autres, mais il n'y en a pas eu des masses. Mais enfin bon, là, c'est à l'initiative d'élus locaux, des gens qui font une politique urbaine qui, dans le cadre du capitalisme, essaie néanmoins d'améliorer sur le plan urbain, pas seulement en tant que travailleurs. En tant que travailleurs, vous ne pouvez rien faire, les élus locaux. Mais en tant que maire, c'est-à-dire en voyant les gens, non pas comme des travailleurs, mais comme des habitants, pouvaient avoir une politique urbaine, y compris en architecture, en urbanisme, innovante, progressiste, etc. L'autre type d'exemple que je peux donner, il est complètement différent. Il n'a pas lieu en France, pour l'instant. Il a lieu en Amérique latine et dans certaines zones espagnoles, dans certains quartiers de grandes villes espagnoles. Là, c'est complètement différent. Ce sont des habitants qui appartiennent aux classes populaires dans des situations, comment dirais-je, matérielles assez négatives. Enfin, bon, beaucoup ont des emplois, mais il faut voir, les types d'emplois sont aujourd'hui précaires. Je parle d'aujourd'hui maintenant, hein, mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une tradition combative en Espagne qui est un héritage de la lutte antifranquiste. Et il se trouve que dans un certain nombre de grandes villes espagnoles, hein, du genre Valladolid, Madrid, Barcelone, bien entendu, capitale de l'anarchie, il y a des classes populaires qui, premièrement, ont envahi des terrains pour autoconstruire leur habitat. D'autres ont refusé, ils se sont groupés pour lutter contre la rénovation urbaine qui vise à les virer comme ailleurs. Barcelone, ça fait partie des villes, justement, où on nettoie tout le centre des couches populaires pour en faire une métropole. Mais il y a une auto-organisation dans beaucoup de quartiers, et surtout des quartiers périphériques, où les gens comment dirais-je, en ce qui concerne le logement, le fonctionnement quotidien, les distractions, les commerces, etc., c'est de l'autogestion en quelque sorte. Et comme on est dans une situation où le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, ne sait pas quoi faire, en fait, il y a une certaine tolérance de la part des autorités, tant au plan central, le gouvernement de Madrid, mais vous savez qu'il y a beaucoup plus d'autonomie dans les régions espagnoles. C'est pas un État fédéral, mais ça y ressemble. Mais sur le plan des autorités locales, une certaine tolérance vis-à-vis de l'initiative collective des gens des quartiers populaires qui essaient de suppléer aux carences pas de l'État central, mais surtout du gouvernement, c'est les gouvernements régionaux ou municipaux. Et le résultat, c'est dans ces quartiers-là, il y a très peu de délinquance. C'est-à-dire qu'il y a une politisation massive de la population qui fait que beaucoup de jeunes sont, je ne dis pas embrigadés parce que c'est un terme péjoratif, mais sont impliqués dans l'amélioration de leur quotidien. Mais alors que ce soit l'expérience que j'ai évoquée tout à l'heure avec des élus locaux, et c'est venu d'en haut, soit fondée sur l'initiative collective populaire, on s'aperçoit que quand on ne s'amuse pas à, comme je le disais tout à l'heure, à gérer, si je peux dire, la non-solution des problèmes, mais essayer de atténuer, je ne dis pas supprimer, il faudrait changer de système social, ce n'est pas le cas, mais d'atténuer les effets les plus négatifs de l'urbanisation capitale, du capitalisme, ou du capital, que vous préférez, ce sont pour moi des expériences positives. Mais pour l'instant, globalement, en Europe, pour ne pas dire dans le monde, actuellement, la bourgeoisie est à l'offensive. Quand je dis actuellement, c'est depuis, tout dépend où ça a démarré. Aux États-Unis, ça a démarré à la fin des années 60. Partout, elle est à l'offensive. Partout, les classes populaires sont à la défensive. Je ne reviens pas sur leurs organisations, etc. Et que quand on est sur la défensive, les expériences que l'on peut faire alternatives sont extrêmement limitées. Moi, ce à quoi je participe en ce moment,
quand je vais dans telle ou telle ville où il y a des luttes, c'est toujours des luttes défensives, et en général, elles portent sur comment empêcher un projet qui va encore accentuer l'éviction des classes populaires, leur marginalisation, qui va encore accentuer la ségrégation, surtout les gros projets de style euro-méditerranée. Alors évidemment, on ne va pas parler de l'aéroport des Landes, on n'est pas en ville. Hein, bon, c'est ce qu'on appelle, nous, les GPII, les GP2I, les grands projets inutiles et imposés. Alors là, il y a des luttes, mais c'est des luttes défensives. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des luttes, c'est intéressant et pas intéressant en même temps. C'est des luttes menées par les, j'allais dire, les fractions marginalisées, paupérisées ou inférieures de la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est des bac plus 1, bac plus 2, ils sont encore en fac, ils savent qu'ils n'auront pas de boulot. En fait, il y en a qui sont menacés par la prolétarisation, il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas refaire carrière. C'est majoritairement, vous allez à Notre-Dame-des-Landes, il y a d'un côté les paysans, d'accord, mais de l'autre côté, vous avez une majorité de gens qui sont des fois pas de Nantes, entre parenthèses, mais dans ces luttes-là, et je vois dans les cartes... Alors, d'autres cas, Marseille, dans les quartiers nord, ceux qui luttent contre, à travers des comités, des associations, contre une rénovation urbaine qui signifie l'expulsion d'une grande partie d'entre eux, ce sont des gens des cités, majoritairement issus de l'immigration, et majoritairement les leaders, ceux qui ont le plus de punch et des arguments. Un autre rôle, les militants anticapitalistes, c'est les aider à formuler leurs argumentations dans les réunions, etc., les contre-projets, tout ça. Ce sont majoritairement des mères de famille. On va faire circuler. Ouais. Merci. On va faire circuler la parole. C'est à vous. Je ne sais pas si... Il y a une belle proximité. Je crois que ça va aller. Ça va pas tarder. C'est bon. Ah oui, ok. Ouais. C'était vous qui vouliez poser une question. Oui, allez-y. Enfin, pour réagir et une question derrière. Bon, je suis pas, enfin, je vais pas vraiment m'opposer à ce que tu as dit parce qu'en fait, je suis très largement d'accord. Mais bon, je t'ai déjà lu. Hein, enfin, je suis pas venu par hasard, je veux dire. Oui. Où ça ? Sans indiscrétion. À Saint-Denis. Parce que bon, en plus, il y a 2 ans, il y a eu des luttes sur le logement, mais tu n'étais pas venu, mais à l'université populaire, et puis je connais des copains de Janover, par exemple. Donc, voilà. Ouais, toute la bande. Bon. Mais là, bon, simplement, bon, tu as été assez pessimiste, mais bon, peut-être plus sur l'aspect... je pense que tu l'as bien dit, le problème à la fois, c'est que sans doute il manque une politique générale d'émancipation qui n'y a plus du tout aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ils sont sur la défensive, en fait, tu l'as un peu dit. Mais simplement pour aller un peu plus loin, bon, il y a eu des choses intéressantes. L'impression, il y a tout ce que tu dis, il y a l'organisation sécuritaire de l'espace qui est en place, mais à la limite, l'impression, c'est peut-être plus l'impression d'une séparation, et depuis quelques années, d'une disparition de la politique, d'un repli sur l'espace privé, parce qu'il y a la marchandise qui occupe complètement l'espace. Et puis en fait, ce qui manque terriblement pour éventuellement organiser autrement l'espace, c'est des espaces publics oppositionnels qu'il n'y a plus et qu'il faut réinventer si on veut pas simplement recommencer la révolution, comme disaient des camarades de Saucisme ou Barbarie, mais la réinventer en s'appuyant sur une tradition révolutionnaire, etc. Et le truc, tu as un peu parlé de la Commune de Paris, mais là, il y a un livre qui a été réédité, que j'ai lu, de Christine Ross, qui n'est pas du tout, pour le coup, géographe, mais là, on a réédité un livre intéressant d'elle qui s'appelle Rimbaud, la Commune et l'histoire spatiale. Le titre est un peu marrant. Mmh. Et en fait, elle dit un truc très intéressant sur la Commune de Paris. Alors moi, je ne me suis pas trop penché là-dessus, mais peut-être, bon, tu peux peut-être en dire un mot. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit, elle s'est appuyée sur d'autres études, c'est qu'au moment de la Commune, il n'y a pas simplement la défaite. Il y a que quelques semaines avant, il y a des gens qui s'étaient réunis, les ouvriers de Paris qui ont commencé effectivement à être chassés du cœur de Paris, mais il y a des clubs qui se sont recréés. Il y a donc des gens qui ont commencé à discuter ensemble. Et la Commune de Paris, elle a permis justement de complètement bouleverser l'organisation bourgeoise ou sécuritaire du territoire. On a vu fleurir des barricades, les gens qui se sont emparés de la rue, une autre atmosphère qui s'est développée avec une démocratie directe.
Et alors, on a vu quand même il y a quelques mois de ça, au sud de la Méditerranée, mais aussi au nord, des gens réinvestir les places. Alors évidemment, c'est resté simplement, c'est des gens qui ont beaucoup parlé, mais malheureusement, il n'y a pas eu de contact, éventuellement avec des travailleurs organisés qui auraient pu rejoindre ces mouvements-là pour éventuellement aller là, carrément aller vers un conflit social dur, y compris avec peut-être empêcher la marchandise le capital pour aller vite de se reproduire. Comment tu vois les choses de ce point de vue? On pourrait citer Ouarakhan, on pourrait citer d'autres exemples. Même, on a vu qu'aux États-Unis, il y a eu aussi un début de mobilisation avec occupation de l'espace, dans des villes qui ne sont pas faites du tout pour ça, d'ailleurs. Donc, je voulais éventuellement avoir ton point de vue, si tu penses que là, éventuellement, il y a un frémissement, ou comment tu pourrais voir les choses de ce point de vue? Bon, alors, là, tu parles d'un processus qu'on appelle la réappropriation populaire de l'espace public, qui redevient non pas espace public. En fait, en réalité, c'est un espace publicitaire en temps normal. C'est un espace commercial, c'est un espace publicitaire au deux sens du terme. C'est un espace pour valoriser les pouvoirs en place. Et on met autour, en général, des équipements de prestige qui rejaillissent sur la ville et donc sur les élus locaux. Et c'est d'autre part un espace commercial, étant donné que c'est un espace où, en général, tels qu'ils sont réaménagés, sont faits pour augmenter les surfaces qui sont rentables, c'est-à-dire les surfaces des cafés. Les magasins aux alentours, l'espace pour s'asseoir, on supprime les bancs et pour être assis sur cette place, il faut payer un café au moins. Cet espace public n'est plus un espace public. Comme disait il y a puisque tu cites quelqu'un, l'espace public est en principe, je vais citer Alessi dell'Umbria, peut-être que tu as entendu parler, c'est un essayiste libertaire anarchiste français qui dit, en principe, l'espace public est accessible à tout le monde. En fait, personne ne peut véritablement, en temps normal, se l'approprier. Il est fait pour circuler, il est fait pour vendre, il est fait pour acheter, il est fait pour valoriser le prestige à travers les monuments, etc., et l'aménagement même des autorités en place. Il dit, les seuls qui peuvent investir cet espace public, s'investir au sens propre, c'est la police. Donc l'espace public, c'est l'espace en temps normal de l'État. De l'État, que ce soit la branche centrale ou la branche locale, c'est pareil. Alors effectivement, dans les périodes mouvementées, il y a eu récemment, mais ça a toujours été comme ça, quand on disait le peuple descend dans la rue, c'est une expression, descendre dans la rue. C'est pas descendre dans la rue pour aller acheter et consommer, c'était descendre dans la rue pour exister, pour rendre visible la présence populaire, ses revendications, ses envies, ses désirs. Et cette dynamique de mobilisation dans l'espace public transforme les relations et les mentalités de gens qui, 2 jours avant, étaient comme les autres, des individus. Vous savez que les 2 idéologies dominantes, actuellement depuis longtemps, c'est l'individualisme, qui est une idéologie bourgeoise traditionnelle, mais qui a envahi, y compris les classes populaires, avec la disparition justement des mouvements collectifs, des organisations, etc. Et le deuxième, c'est le consumérisme. Il se trouve qu'effectivement, lorsque les gens descendent dans la rue, pour une raison ou une autre, au sens traditionnel de l'expression de descendre dans la rue, pas pour faire des courses, il se trouve que ces gens-là, les mêmes, qui étaient des consuméristes, etc., s'intéressent pas du tout à ça. Les gens qui ne se parlaient pas se parlent. Les gens imaginent... alors quand je dis les gens... selon l'ampleur du mouvement, il peut y avoir des gens de différentes catégories sociales. Alors tu parles du mouvement des indignés, espagnols, c'est à ça que tu songes entre autres. Bon, moi j'étais là-bas, il s'est trouvé que j'étais là-bas à ce moment-là, à Madrid. Faut pas surévaluer non plus l'importance du mouvement. Il faut savoir que les indignés, c'était majoritairement des diplômés, des universitaires, qui n'avaient aucune perspective d'emploi. Et ce qu'ils reprochent aux capitalistes, c'est pas de leur filer du travail, quoi. C'était pas de faire la révolution. Néanmoins, cette dynamique revendicative, ils l'ont exprimée dans la rue, et c'est assez extraordinaire. Parce que j'étais avec un des copains, pareil, c'était un prof vacataire, intermittent, d'architecture d'ailleurs, à l'université de Madrid, et il me disait, on a fait une manifestation contre l'austérité et contre le mal logement, parce qu'il y a un gros problème de logement en Espagne, et ils avaient fait une manifestation en mars, et ils étaient 4 à 5 000 dans le grand boulevard, une des principales avenues de Madrid, et c'était tellement dérisoire qu'au premier étage des banques qui bordaient l'avenue, là en question, je me rappelle plus son nom, vous aviez les franquistes
ou les néo-franquistes qui faisaient le salut franquiste pour se foutre de leur gueule, vous voyez. Deuxième manifestation, ils étaient 12 000. Ça s'est passé en avril. Et il y avait une troisième manifestation qui était prévue en mai. La manifestation a lieu violemment réprimée. Et alors, c'est très curieux, par le biais des, ce qu'on appelle, moi j'aime pas beaucoup cette expression, les réseaux sociaux, il y a eu un bouche à oreille, c'était pas un bouche à oreille, c'était un bouche à oreille électronique. Il y a eu une mobilisation massive, mais c'est pas seulement ça. Même mes copains qui étaient dans ces deux précédentes, ils ont dit, bon, demain, il y a la répression, problème, on va pas se laisser faire, il y en a marre, etc. Il y a eu un ras-le-bol qui a pris au dépourvu même les gens qui ont participé au mouvement. Parce que quand la manif a eu lieu, un jour après, vous avez eu une quarantaine de mille de gens qui se sont retrouvés à la Puerta del Sol, qui est la place principale de Madrid, mais ils n'étaient pas seulement venus comme ça, les uns avaient amené des planches et des bouquins pour faire des bibliothèques, d'autres avaient amené des médicaments, d'autres avaient amené de la bouffe, interdiction pour l'alcool, pour pas que ça dégénère, jus de fruits, etc. D'autres avaient amené des lits, d'autres avaient amené des torches. C'était incroyable de voir en 2 ou 3 heures la capacité d'organisation d'une quarantaine de mille de personnes occupant la place. C'était très émouvant. Ils étaient eux-mêmes émus de ce qui arrivait. Ils n'en revenaient pas. Alors, ce qui a été extraordinaire, ça s'est passé aussi en Grèce, hein, un peu avant aussi, à la place Syntagma. C'était extraordinaire, ça m'a beaucoup frappé. Les 12 coups de minuit, il y a des églises aux alentours, évidemment, on est en Espagne, mais il y a eu 12 coups de minuit. Et alors, ils ont braillé, ils avaient préparé un slogan. Quelle heure est-il? Et la foule a répondu, il est l'heure de se réveiller. C'était absolument splendide de voir des milliers de gens avec des torches, des lampes électriques, en train de chanter. Puis il faut voir, l'Espagne, c'est quand même, ils sont très ludiques, hein, beaucoup plus que les Français, il faut bien le connaître. Et à Syntagma, c'était pareil, il y a eu minuit, quelle heure est-il? Il est l'heure qu'ils s'en aillent tous. Sous-entendu, toute la politique pourrie dehors. Hein. C'était un autre mot d'ordre. Bon, alors là, vous avez effectivement... Et bon, vous parlez des Occupy Wall Street, et surtout le parc de Zuidcote aussi. Je vais pas faire toute la liste. Là aussi, c'est vrai qu'une mobilisation populaire fait tout le potentiel créatif, c'est pas de la démagogie, des classes populaires, brusquement qui est enfoui, refoulé, même inconnu des gens, sort au cours de cette mobilisation. Ils ont envie de se parler, ils ont envie de faire des trucs ensemble. C'est très festif, toujours, les mobilisations de ce genre. Pas les manifs traîne savates défensifs qu'on connaît depuis un certain temps en France. Je parle de celle-là. Hein. C'est un peu... Et ça, c'est un phénomène. Bon, la Commune de Paris, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que des ouvriers, qu'il y avait beaucoup d'artisans hein, qui étaient menacés par les opérations de Haussmann, hein, de nettoyage, les grandes avenues, etc. Bon. Si on prend l'exemple, mais c'est un autre exemple, comment une dynamique populaire de revendication en quelque sorte autogérée, spontanée, pas encadrée par des bureaucraties syndicales qui maintiennent... Tout le monde s'emmerde, on met des ballons, on fait poète-poète, et puis bon, on n'obtient rien, ça fait chier tout le monde. Et à la longue, au début ça va, mais bon, ça fait 15 ans que ça dure au moins. Et moi j'ai été témoin, vous n'avez pas connu, je parle comme un ancien combattant, mais l'IP, c'est étonnant de voir que la mentalité des gens peut changer. Les gens à l'IP, c'était des ouvriers qualifiés, surtout des ouvrières. Ces gens-là fabriquaient des montres. C'était des gens-là qui appartenaient à ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière. Bon, menace de fermeture. Ils se révoltent, ils décident, nous, non seulement on se met en grève, non seulement, c'est même pas une grève là, on occupe l'usine et on fabrique des montres. Bon, c'était dans le poste, c'est un des derniers grands éclats du poste 68. Et alors ce qui était marrant, c'est que ces gens-là, on pourrait dire, la semaine d'avant, c'est des gens qui regardaient les émissions à la télé et les informations à la télé, en croyant que les informations, c'était des informations. Même s'ils savaient que c'était De Gaulle, un peu de propagande. Mais alors, le premier ministre de l'époque, qui était une vieille baderne militaire, complètement crétin, qui s'appelait Pierre Messmer, hein, bon, pour ceux qui connaissent, il a eu le tort de dire, à la radio, les nanas étaient en train d'occuper l'IP, c'est fini. L'IP, c'est fini. Les nanas, elles étaient folles de rage. Pour qui nous prend ce con-là? Et elles ont inventé un slogan qui s'est repris après, ouvrez les yeux, fermez la télé. Elles ont inventé 2 slogans, les femmes de l'IP. Ouvrez les yeux, fermez la télé, ce qu'on devrait faire aujourd'hui d'ailleurs.
C'est pire que tout, en ce moment. Et, je ne sais pas si ça peut être pire que tout, parce que le pire est déjà arrivé, en matière d'enfumage. L'autre slogan qui était très bien, c'était, moi ça me plaisait toujours, ça, quand ça a été repris après, la hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut et moins ça sert. C'est elles qui ont inventé ça aussi. C'est très marrant. Comment, et moi j'ai vu ça à Cuba, j'ai vu ça dans d'autres circonstances, comment un peuple qui se soulève change dans son imaginaire. On parlait de la violence symbolique, justement. Alors, ce qu'on appelle la violence symbolique, justement, c'est une violence qui agit non seulement par la parole, non seulement par des écrits, mais également par la situation qui est faite aux classes populaires, de se sentir comme des moins que rien. Des gens qui vivent dans des cages à lapins et des immeubles, on appelait ça l'architecture concentrationnaire à l'époque, des HLM, etc. Ils sentent bien qu'ils sont des citadins de deuxième zone. Et ça, c'est de la violence symbolique, parce que non seulement ils vivent mal, mais en plus, ils sentent qu'ils sont des citadins de deuxième zone, quoi, si on peut dire. Et là, la violence symbolique, elle n'a plus d'effet. Brusquement, ils se découvrent à eux-mêmes différents de ce qu'ils étaient la veille ou l'avant-veille. Et c'est toujours le même cas. Le Front populaire, moi je ne l'ai pas vécu, mais pour ceux qui ont lu comment ça s'est passé, le Front populaire, c'était assez extraordinaire. C'est une grève qui n'était pas prévue. Les mesures, il faut quand même savoir une chose, j'arrête pas de le répéter, les mesures qui ont été prises, c'est dans un cadre capitaliste, d'accord, par le Front populaire, qui est quand même c'était des réformes, pas au sens sarkozien du terme, mais au sens progressiste du terme, elles n'étaient pas du tout au programme des partis de gauche qui sont arrivés au pouvoir. Elles n'étaient pas au programme. C'était des petites réformettes qu'il y avait. Il y a eu cette grève d'un seul coup, qui était prévue ni par les partis, ni par les syndicats, qui a été une grève générale. Et là, c'est une grève de quelque chose. Quand vous avez les Galeries Lafayette et le Printemps en grève, avec des femmes, les piquets de grève, qui utilisaient tous les tissus qu'ils avaient pour faire des banderoles, même Maurice Chevalier, qui est un réactionnaire, un opportuniste et un radin, est venu chanter devant les bonnes femmes, devant les femmes des Galeries Lafayette et du Printemps. Il y a eu véritablement, là aussi, une dimension festive. À chaque fois, c'est la même chose. Et ce que tu dis, les derniers événements, même si ça n'a pas eu cette ampleur, ça ne s'est pas traduit par des réformes positives. En Espagne, n'en parlons pas, ça a été une régression accentuée. Il y a quelqu'un qui lève la main là-haut. Oui. Je crois. Ou alors c'est quelqu'un qui se grattait les cheveux. Je sais pas. Moi, je partage beaucoup de choses de ce que vous avez dit, décrit, mais il y a un petit aspect qui me dérange, donc je vous le dis. C'est en gros, à travers votre discours et les expériences que vous décrivez au niveau des luttes, quand vous parlez de manifestations de syndicats Rennes Savate, etc., bon, un petit peu l'idée derrière que tout le monde serait au même niveau, personne n'essayerait de résister, un peu tous pourris, voilà, ça me gêne un petit peu, parce qu'il y a quand même dans ce pays pas tous, mais quand même quelques syndicats qui essayent de résister, des partis politiques qui s'engagent et qui essayent de résister à tout ce que vous avez décrit. Et donc je dis pas qu'il faut prendre la défense de un tel ou un tel, c'est pas mon propos, mais je trouve que vous généralisez un petit peu. Et il y a quand même des gens qui essayent de s'organiser et d'avoir une véritable résistance dans ce monde capitaliste. Bon, quand je parle de syndicat Rennes Savate, d'abord, il faut distinguer le sommet de la base syndicale. Vous savez comme moi qu'il y a, dans tous les mouvements, il y a des sections syndicales qui suivent la direction syndicale, puis il y en a d'autres qui se rebiffent. Dans tous les syndicats. Bon, vous avez les syndicats qui sont des syndicats aux ordres, là, ce qui est devenu la CFDT, vous le savez comme moi. Néanmoins, à la base de la CFDT, il arrive quelquefois que l'instinct de classe des travailleurs qui sont syndiqués à la CFDT dans une conjoncture donnée, dans un certain endroit, n'acceptent pas les ordres de... Bon, à l'époque, c'était qui Chérec, qui c'est maintenant le patron de la CFDT? Il s'appelle. C'est Laurent Berger. Ouais, voilà. Je le connais même pas, le nouveau. Vous, Jean-Pierre Yannet, vous n'êtes pas connecté sur Internet, les réseaux sociaux. Oui. Si, je suis pas reconnecté sur les mêmes réseaux. Voilà, c'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Mais alors, pour compléter quand même, je pense qu'il y a des syndicats qui résistent. C'est pas que je pense, on l'observe. Mais il faut savoir ce qu'on entend par résistance aussi. Il y a des syndicats qui font des baroutes d'honneur, qui font des résistances pendant un certain temps, mais avec
cette stratégie qui est celle qui est, comment dirais-je, conseillée par ce que les sociologues d'inspiration, pour ceux qui connaissent, tourainienne, d'Alain Touraine, c'est-à-dire le triptyque conflit, négociation, compromis. Et très souvent, on part dans la lutte en se disant que ça se terminera par un compromis. Et si on part dans la lutte en disant que ça sera un compromis, le compromis est toujours en défaveur des travailleurs. Je n'ai pas vu, sauf dans des points très durs. Moi, je suis très ami, bon, je vous cache rien, pourtant on n'est pas d'accord, hein, très ami, et puis je lui donne un coup de main de temps en temps pour les foutre la merde, parce que ça me plaît, avec un journaliste qui s'appelle Jean-François Ruffin. Jean-François Ruffin, c'est un mélanchonien, bien. Il est journaliste au Monde diplomatique. Il anime une revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Fakir. Bon. Mais Ruffin, c'est un social-démocrate au bon sens du terme. Quand il faut aller faire une occupation de Carrefour, hein, ou d'Auchan, et de faire de la reprise gratuite pour les travailleurs qui sont pauvres, c'est-à-dire du pillage, hein, en bon terme, il est dans ce coup. Quand il faut brûler des pneus à 2 heures du matin sur une brenelle d'autoroute, il y est. Donc pour moi, je préfère un réformiste qui va au charbon, avec les travailleurs, plutôt qu'un révolutionnaire de salon qui fait des grands discours radicaux et que voilà. Alors tout dépend des lieux. Moi, je ne cache pas. Pour moi, je fais partie de ce qu'on appelle une tradition anarchiste. Je vais quand même pas me cacher derrière mon doigt. Je ne suis pas encarté ni à la CNT ni à la Fédération anarchiste. Néanmoins, je pense que y a une sclérose, une bureaucratisation des syndicats. Qu'il faudrait tout de même que ça change. Ou ça changera sur la pression de la base, ça c'est une théorie, hein, c'est-à-dire la radicalisation dans les luttes, ou bien ça veut dire qu'on crée d'autres syndicats, ce qui s'est fait au cours pas les dernières années, mais vous êtes comme moi, vous savez qu'il y a des tas de petits syndicats qui se sont créés, qui sont beaucoup plus combatifs, etc. Bon, mais par exemple, les syndicats qui séparent le syndicalisme de la politique, pour moi, c'est une erreur. Parce que les problèmes sont politiques. Quand on dit que c'est des problèmes de syndicalisme et de travail, c'est pas vrai. La bourgeoisie, elle le sait, elle. Quand elle ampute les retraites, elle sait très bien qu'elle fait de la politique. Les autres, il faut protéger les retraites. Mais oui, mais quel moyen on se donne? Défiler dans la rue avec des ballons, hein, et des trompettes et des fumigènes, ça n'a pas donné des résultats extraordinaires, parce que ça fait 15 ans qu'on le fait. En revanche, tout dépend qui descend dans la rue pour quoi. Quelque part, j'ai l'impression que vous avez un peu, sauf si vous traitez les Espagnols un peu de façon un peu exotique, mais vous ils ne sont pas exotiques, ils ont une autre tradition, parce qu'ils ont... Voilà, mais vous avez... Ils ont connu le franquisme, et là, ils avaient le dos au mur, alors... Vous avez l'air d'être admiratif du caractère joyeux des manifs espagnols, et vous avez l'air un peu de les dénier aux syndicats français, dont les défilés et les ballons, c'est tout joli. Non, c'est pas un critère esthétique. Je dis que s'il n'y a pas une dimension ludique dans la lutte, c'est pour ça renvoie à ce que disait monsieur, enfin je dis monsieur parce que je ne sais pas ton prénom, mais s'il n'y a pas une dimension ludique dans la rue, ça veut dire que quand il y a une dimension ludique, on pense qu'une victoire est possible. On n'est pas ludique parce qu'on est des imbéciles heureux, hein, etc. Alors les Espagnols, autre chose. Ça n'a pas peut-être à voir avec le syndicalisme. C'est que les Espagnols ont lutté, beaucoup d'Espagnols, contre le franquisme pendant plusieurs décennies. Et ils ont gardé, et ça s'est transmis dans les... Je ne veux pas dire dans les gènes, hein, je ne suis pas en train de faire de la bio-machin, hein, mais ça s'est transmis là-bas, et c'est vrai qu'il y a toute une tradition qui n'a rien à voir avec, si on peut dire, la condition ouvrière, etc., de carnaval en Espagne et de fête qui n'est pas resté. Il faut quand même savoir que pendant le franquisme, j'ai été une fois en cours j'étais dans une fac en grève. Hein. Le comité de grève m'avait autorisé à faire cours sous le franquisme, c'était un comité Mao. Donc, comme mon intervention était tout ce qu'il y a de radical, donc j'ai pu y aller. J'ai vu des fêtes religieuses là-bas. Les fêtes religieuses, c'était un pur prétexte pour faire la fête. C'était le seul moyen sous le franquisme. Et ils faisaient la fête, ils s'en foutaient en réalité derrière. Il y avait bien entendu des bigotes et des machins, et des mecs, des chapeaux pointus, là, vous savez, les défilés qu'il y a en Espagne, là, pendant la Passion, etc. Mais moi, j'ai assisté à une fête, par exemple, je ne vais pas vous faire le détail, une ville qui s'appelle Lorca, qui est province de Murcia dans le sud. Il y avait une fête, chaque quartier avait sa vierge, qui ne sortait qu'une fois par an, hein, avec un char qui était tiré par je ne sais pas combien de chevaux, et derrière le char, il y avait les gens du quartier. Et puis, il y avait la fanfare du quartier, il y avait aussi la garde civile, il y avait les curés, tout ça, mais derrière le char,
Vous aviez des tas de gens qui disaient vive la Señora, c'est une vierge. Chacun avait sa vierge. Hein. Il y avait une vierge bleue, 12 000 œillets par char, je ne dis pas. Les gens qui étaient derrière, ils faisaient ça tous les ans, sous le franquisme. La religion était loin. C'était un prétexte pour faire la fête là-dedans. Ils étaient d'ailleurs tous bourrés. Ils buvaient de la sangria tout l'après-midi. Et je vous dis pas le défilé du soir, le défilé passion biblique, ça s'appelait la passion du Christ, c'est biblique. Mais c'était un bordel. En plus, c'était la rivalité entre les quartiers. Quand on voyait la Vierge passer, tirée par les chevaux des autres quartiers, les autres gueulaient la Vierge, la puta. Ils disaient putain. Ils se balançaient des canettes de bière. Je vous dis, c'était... Mais c'est l'Espagne, c'est pas exotique. Il y a des pays, on pourrait prendre le Brésil aussi. Il y a des pays où il y a une tradition festive plus importante. C'est pas, on peut pas dire qu'en France, maintenant les fêtes, elles sont quand même, faut bien dire, indépendamment de la politique. Hein, vous n'allez pas me dire que le carnaval de Nice c'est très festif. C'est hyper organisé, Merci. avec Éric Ciotti aux commandes, qui est un facho. Hein. Juste Chantal, une vous voulez petite réagir? remarque. Bon, c'est pas le caractère folklorique qui fait la victoire. Hein. Je parle pas du folklore là. Oui, mais enfin un caractère un peu typique. Je dis non, c'est pas typique. Juste, je dis ludique. Juste pour dire qu'en Espagne, quand même, les choses ne sont pas améliorées malheureusement, et que les femmes viennent de perdre le droit à l'avortement, et qu'il n'y a pas énormément de protestations. Je viens de dire que ça n'a pas eu des résultats. Je parlais des indignés. Le mouvement massif, qui est quand même le plus important qu'il y a eu en Europe, hein, je parle pas des pays arabes, hein, n'a pas donné de résultat. La droite est revenue au pouvoir et elle a accentué la politique d'austérité de ce qu'on appelait la gauche. Rajoy a fait exactement comme Hollande, fait encore pire que Sarkozy, vous voyez. C'est la même chose, sauf que c'est inversé. Sur tous les plans, hein, retraite, services publics, démantèlement des acquis sociaux, je ne vais pas faire la liste, on pourrait faire une comparaison intéressante des réformes de Zapatero, des réformes de Sarko, et puis après faire des analyses comparatives avec Hollande. Et quand j'ai pas dit que c'était plus efficace, je dis que dans les luttes, d'une manière générale, s'il n'y a pas une dimension ludique, et c'est pas seulement pour l'Espagne, j'ai toujours remarqué, moi, dans toutes les luttes auxquelles j'ai participé, sauf... Alors le problème, c'est quand elles sont défensives, elles sont un peu tristounettes. Merci. Est-ce qu'il y a une interrogation? Peut-être on prendra une dernière question si vous l'avez. C'est là. Allez-y. Moi, je voulais savoir si les élus locaux étaient conscients de cette sorte de manipulation intellectuelle qui s'opère au niveau des sphères de l'État par rapport à l'urbanisation et puis surtout par rapport à cette violence qu'on détermine comme contemporaine. Bon, alors là, j'aborde un sujet délicat. Disons que ça fait à peu près... J'ai fait une thèse, deux thèses. L'une qui s'appelait La comédie urbaine ou la cité sans classe, et l'autre s'appelle Le socialisme d'un visage urbain, essai sur la locale démocratie, c'est un jeu de mots. Depuis cette époque, je n'arrête pas d'étudier, il n'y a pas que moi, hein, la politique des élus locaux, de droite ou de gauche. En fait, les élus locaux ont tous intégré les préceptes, les desiderata, les exigences du capitalisme. Mais ça renvoie à une analyse de classe. L'immense majorité des élus locaux sont originaires de cette petite bourgeoisie intellectuelle dont je parlais. Alors, pour être clair, dans la division capitaliste du travail, qui est une division qui n'est pas seulement technique, elle est sociale, vous avez les tâches de direction. Alors ça peut être une bourgeoisie privée, une bourgeoisie publique. Un énarque qui est directeur d'une entreprise nationalisée est un bourgeois, il ne faut pas se leurrer. Hein. Bon, vous avez les tâches de direction. En bas, vous avez les tâches d'exécution, ouvrier-employé. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle des tâches de médiation, occupées par des classes intermédiaires. Des classes médianes, des classes dites moyennes, des classes qui sont médiatrices, et qui font le lien entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les tâches de médiation? Il y en a plusieurs types. Il y en a 4, en gros. 4 types. 1, tâche de conception. Mettons un architecte. Tâche, autre chose, hein. Tâche d'organisation, un cadre. Tâche de contrôle. Bon, ça peut être un inspecteur de police, mais ça peut être aussi un travailleur social, fut-il de gauche. Hein. Il est payé déjà pour améliorer les choses, pas pour faire la révolution, sinon il se fait virer. Et vous avez des tâches, ce qu'on appelle, nous, d'inculcation, c'est-à-dire de formation, d'infusion de l'idéologie qui fait accepter l'ordre des choses. Ça, c'est
une division structurelle. Ça a été analysé. Bourdieu, sociologue, appelait ça la nouvelle petite bourgeoisie. Parce qu'en fait, cette classe-là, elle est apparue, à différents états, selon les pays, mais disons qu'en France, elle est devenue importante à partir du moment des années d'après-guerre, lorsque le capitalisme s'est modernisé, il y a eu de plus en plus de cadres, l'État social qui s'est développé, de plus en plus d'infirmières, de cadres, d'enseignants, de chercheurs, de gens qui travaillaient dans les universitaires, qui travaillaient dans les appareils d'État. Bon. Cette classe-là, si je prends l'exemple de la France, si je prends l'exemple de l'Espagne, si je prends l'exemple du Portugal, si je prends l'exemple de l'Italie et de la Grèce, autrement dit de l'Europe du Sud, c'est pas un déterminisme géographique. Cette classe-là, contrairement à la même classe dans les pays du Nord et de l'Angleterre, ou des États-Unis, dans les pays du Nord, cette classe-là, très tôt, à travers des partis sociodémocrates, a joué le rôle de supplétive, de courroie de transmission de la bourgeoisie. Ils étaient intégrés, ils étaient ministres, ils tenaient les municipalités, ils tenaient tous les appareils d'État. Il n'y a pas eu de rébellion dans ces pays du Nord de la part de cette classe-là. Or, dans le pays d'Europe du Sud, cette classe montante, de plus en plus importante démographiquement, de plus en plus importante par son rôle économique, de plus en plus importante par son rôle intellectuel et culturel. On ne comprendrait pas le festival d'Avignon ou le festival de Nancy ou le cinéma de la Nouvelle Vague si on ne savait pas de quelle vision du monde ces activités culturelles étaient porteuses. C'était celle de cette classe montante. Il y avait un problème, c'est qu'en Espagne, tout augmentait son rôle, son importance, mais dans tous ces pays du Sud, elle était barrée dans son ascension politique. Elle était barrée en Espagne par une dictature, elle était barrée en Grèce par une bourgeoisie archi-réactionnaire soutenue par l'armée, elle était barrée au Portugal par une autre dictature, celle de Salazar, elle était barrée en Italie par la démocratie chrétienne alliée à la mafia, et elle était barrée en France par un régime centralisé, autoritaire, technocratique, qui était le régime de la Ve République du général de Gaulle. Donc cette classe-là, elle s'est radicalisée. C'est-à-dire qu'il y avait, comme dirait, Bourdieu a dit très bien, il l'a résumé, il dit, à cette époque, la nouvelle petite bourgeoisie, on l'appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, son capital est intellectuel, c'est-à-dire à la fois scolaire et culturel, la petite bourgeoisie s'est radicalisée parce que, somme toute, elle était la fraction dominante des classes dominées. Mais le problème, c'est que son horizon, c'était de devenir, inconsciemment, c'est structurel, de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la fraction dominée dans l'immense majorité. Après, ceux qui ne sont pas solidaires de leur classe, mais dans leur immense majorité, ils sont devenus la fraction, c'est Bourdieu, c'est pas moi là, mais je suis d'accord avec lui là-dessus, la fraction dominée des classes dominantes. C'est pas le même statut. Le Parti socialiste ne fait pas la politique. C'est pas une trahison, c'est le parti de la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est pas un hasard si tous les anciens gauchos, les leaders, les BHL, et tout ce qu'on voudra, Glucksmann, enfin on va pas faire la liste, Cohn-Bendit ailleurs, sont devenus des renégats. C'est pas parce qu'ils sont individuellement, c'est un phénomène de classe. Cette classe-là, dans un pays capitaliste normal et normalisé, n'a pas pour vocation de faire la révolution. En revanche, il peut se trouver des situations où sa propre citation, elle, se dégrade, et qu'elle se radicalise, et qu'à ce moment-là, elle se solidarise avec les classes populaires, qui, de leur côté, si vous regardez les processus révolutionnaires, vous regardez la composition de l'intelligentsia bolchevique, à la révolution, c'était que des intellectuels. Que ce soit Lénine, Trotsky, envers toute la bande, que ce soit la révolution cubaine, que des intellectuels. Et en plus des fils, ou bien de la bourgeoisie, ou de la petite bourgeoisie du genre traditionnel, médical, juridique, Che Guevara, médecine, Fidel Castro, grand propriétaire terrien, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui en France, on rejoint les pays du Nord, c'est que la majeure partie de la petite bourgeoisie intellectuelle est, et alors les élus locaux, puisque la question est posée, les élus locaux sont issus fondamentalement de cette classe, fondamentalement. Il suffit de voir leur cursus. Si je fais, moi j'ai étudié, récemment, j'ai encore fait des cours sur la gestion à Lille, la gestion à Grenoble,
Pour prendre deux exemples, si on voit Michel, ou à Lyon, Gérard Collomb, pour donner des noms, hein, Martine Aubry, de l'autre côté c'est Michel Destot à Grenoble, ces gens-là sont issus de la petite bourgeoisie intellectuelle, sont entourés de néo-petits bourgeois, c'est des profs, des ingénieurs, des cadres, ils font la politique, ils développent, ils déroulent le tapis rouge devant les investisseurs qu'il faut attirer, hein, que ce soit les nanotechnologies, que ce soit une politique archi-sécuritaire. Gérard Collomb est un des maires les plus sécuritaires de France. Hein. Il y en a d'autres, hein, à droite, hein, mais à gauche c'est pareil. Et ces gens-là, leur vocation, pas individuelle par conséquence, mais la vocation de la petite bourgeoisie dans des situations dites normales, c'est d'être au service, c'est ce que disent certains marxistes, c'est une classe alliée, une classe appui de la bourgeoisie. La bourgeoisie ne pourrait pas dominer toute seule dans un pays normal. Sinon, elle fait appel au fascisme ou à la dictature policière. Mais dans un capitaliste équilibré, alors c'est le parti travailliste en Angleterre, c'est le parti social-démocrate et les Verts en Allemagne, c'est le parti socialiste en Espagne et c'est le parti démocrate aux États-Unis. Et voilà. Et donc les élus locaux, ils sont parfaitement conscients. Moi, toutes les études que je peux faire depuis 30 ans, on voit. Quand je dis qu'ils déroulent le tapis rouge, c'est-à-dire qu'ils se mettent au service. On appelle ça la collaboration sociale patronale, quand c'est la gauche qui fait ça. Martine Aubry, c'est la chambre de commerce qui donne les impératifs. Marseille, capitale de la culture. Marseille, capitale de la culture, c'est une énorme opération pour vendre Euroméditerranée. Hein, qui est Euroméditerranée, bon, je vous ai expliqué ce que c'était. Capitale de la culture. Qui était le président de l'association Capitale de la culture européenne, Marseille? C'est un gars qui s'appelle Jacques Pfister. Qu'est-ce qu'il est dans le civil? Président de la Chambre de commerce. Vous voyez, c'est le président de la commerce qui ah oui, parce que la culture doit booster l'économie. La culture au service du capital, ça c'est un autre sujet. Ça, je serais intéressable là-dessus, oui, je peux faire 2 heures. Bon, on est globalement d'accord et au-delà, voilà, au-delà de... Une prise d'opposition, absolument, hein. Absolument, tout à fait assumé. L'objectivité dans les sciences sociales n'existe pas. Hein. Absolument. Il y a toujours des présupposés, voire des préjugés. Qui sont soigneusement cachés, puisqu'il faut faire croire que c'est une science, pour enfumer les gens, évidemment. Voilà. Et merci Jean-Pierre Garnier de nous donner encore cette illustration ce soir, que les sciences sociales, voilà, ne seront jamais objectifs. Et je crois qu'on est arrivé au terme un peu de cette de ce premier rendez-vous de l'année, enfin, et pas du cycle. Comme vous avez dans vos petites feuilles, on se retrouve le 23 janvier avec sur la question des métropoles justement, et ça sera avec quelqu'un que vous connaissez semble-t-il, Michel Lusseau. Merci l'équipe du forum, merci Marion, merci Pascal, merci à toutes et à tous et à très bientôt.